quasi les larmes aux yeux quand je regardais le Mont Blanc sur ma gauche, tu vois, à l'aiguillette des Posettes, enfin, tu vois, et là je me suis dit, putain, là t'as vraiment trouvé ton sport, quoi, tu vois, tu te satisfais de peu en fait, et c'est ça qui est cool, et tu vois, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit avant, c'est sur l'alimentation, la façon d'être, le mode de vie, etc. Et se satisfaire de peu, bah ça va avec ça, tu vois. Et là, en fait, j'avais juste un dossard, tu vois. Mais j'étais dans un endroit magnifique, je savais pas de quoi aller se faire la suite, tu vois. Et puis après, on a partagé ça avec plein de monde, avec les concurrents, tu vois, cette année-là, c'est Jornet qui gagne. Puis là, enfin, tu vois, c'était un moment vraiment magique. Et c'est vrai que cette course, elle me tient à cœur. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous, et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un personnage de la communauté trail running et du sport d'endurance en général. C'est une personnalité multifacette, puisqu'il est un trailer de haut niveau avec des résultats impressionnants, tels qu'une deuxième place à l'Eco-Trail de Paris ou une victoire sur le Trail du Morbihan en 2015, une troisième place sur la 6000D en 2016, ou encore une neuvième place à la Saint-Élion en 2019. Mais ce n'est pas tout, puisque mon invité est également très présent et influent sur les réseaux sociaux, et a enfin lancé sa marque de vêtements outdoor, I Am Woodstock, en 2018. Nous allons parler de son historique sportif depuis son abandon du combo Bring-Clop-Alcool en 2010, de sa manière de pratiquer le trail, de la mise en place d'une diète cétogène qu'il a démarré en décembre 2020, mais également de l'histoire de sa marque et de tout un tas d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Johan Stuck. Ce soir, je suis avec Johan Stuck. Johan, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Eh ben merci à toi, merci pour l'invitation, je suis très heureux aussi. Je t'en prie, c'est tout à fait normal, d'autant que tu me fais un grand plaisir d'être avec nous parce que tu as un emploi du temps qui est très très chargé. On en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, mais effectivement, l'année 2021 s'annonce chargée pour toi. Ouais, c'est assez chargé, ben on en parlera tout à l'heure je pense, mais assez chargé en projet, en ambition, voilà, on a vachement subi en 2020, donc ben voilà, on va prendre notre revanche sur 2021. Et bah, fin 2020 est déjà assez chargé pour gérer tout ça et organiser tout ça, planifier aussi. Donc du coup, ouais, c'est chargé. C'est clair. Alors, Johan, tu es assez connu, même voire très connu dans le milieu de l'endurance et notamment du trail running, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bah, pour me présenter rapidement, bah, moi je suis originaire du sud de la France, à côté d'Avignon. Maintenant j'habite sur Lyon. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Charlie, qui a 5 ans et demi. Je vis avec ma femme, enfin ma compagne Estelle. Et voilà, on habite sur Écully, à côté de Lyon maintenant. J'ai fêté mes 10 ans d'arrêt de tabac au mois d'août dernier. Donc il y a 10 ans, oui, je fumais plus d'une trentaine de cigarettes par jour. Je picolais tous les soirs, voire tous les midis. J'étais pas du tout sportif et j'ai découvert du coup la course à pied sur le tard parce que j'ai 37 ans. Donc voilà. Pour moi, ce qu'il faut retenir, enfin, c'est ce que j'essaye de mettre en avant, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Donc voilà, j'essaye de partager ça. Je me sers des réseaux sociaux pour partager ça et puis ben j'essaye de continuer de performer. Voilà, donc j'ai de beaux projets. Si on a de belles courses en 2021, ce que j'espère, ben je vais essayer de faire le maximum pour performer et partager à côté. Très bien.
Moi, dans mon podcast, Johan, j'aime bien commencer par le commencement pour mes invités. Est-ce que tu peux nous parler de l'endroit où tu as grandi, de la situation familiale dans laquelle tu as grandi, nous en dire un peu plus sur cet aspect-là? Bah, moi, je suis né à Cavaillon, donc dans le Je Vaucluse. connais très bien Cavaillon. Et ben Je voilà. suis à peu près trois quarts d'heure, moi. Je suis D'accord. après Salon de Provence. D'accord, ok. Ben voilà, du coup, j'ai grandi dans un petit village ensuite qui s'appelle Châteauneuf-de-Gadagne, où je Mhm. suis actuellement. Et donc j'ai grandi là. Bon, j'ai grandi à l'extérieur, hein. J'étais tout le temps dehors, dans la garrigue, mais jamais un passif de grand sportif. J'ai fait du foot, du judo, du tennis, des choses comme ça, parce que ouais, j'avais l'envie d'aller dehors, mais par contre, je suis pas issu en fait d'une carrière comme beaucoup de coureurs qu'on peut retrouver. J'ai pas fait l'école d'athlé, j'ai pas fait du vélo, j'ai pas fait du ski de fond, j'ai pas fait de sport d'endurance. L'endurance que j'avais, c'était dans les bars. Donc là, je faisais plus des bars parallèles, tu vois, mais pas celles qu'on connaît. Mais mais voilà, du coup, non, j'ai été élevé uniquement par ma mère, qui est décédée il y a presque 2 ans maintenant, et qui, elle, ne faisait pas attention au sport. Pour elle, c'était pas quelque chose d'important, c'était les études avant tout, avoir des bonnes notes, et grâce à ça, on pouvait réussir dans la vie. Et voilà, donc du coup, au départ, j'ai suivi ça, après, pas forcément jusqu'à la fin de mes études. Et, et voilà, après, bah, j'ai découvert le sport tard, même si j'ai toujours aimé regarder le sport à la télé, peu importe la discipline. Et voilà, donc ouais, j'ai commencé à courir donc en 2010, lorsque j'ai arrêté de fumer, parce que j'ai fumé assez tôt. Et voilà, très rapidement aussi, je passais facilement un paquet de clopes par jour quand j'étais déjà au lycée. Et voilà, après, plus des petits à côté. Et voilà, donc je suis pas. J'aime bien mettre en avant que j'ai aucun passif dans le sport, et que comme quoi il est jamais trop tard de pouvoir s'en sortir, de se donner un coup de pied au cul et d'avancer, quoi. Comment tu étais enfant, plutôt, tu l'as un peu évoqué, mais plutôt dynamique, plutôt ouvert aux autres, plutôt renfermé sur lui-même? C'était quoi le Johan enfant? Non, non, j'avais pas mal de copains, hein. Je traînais avec pas mal de copains, tu vois, jouer au foot le dimanche après-midi. J'étais pas dans mon coin, donc non, non, j'étais plus sur l'aspect collectif, hein. De toute façon, toujours les copains, pareil. Quand je faisais plus de sport, les soirées, etc. Enfin, j'aimais bien être avec du monde. J'étais pas souvent dans mon coin, quoi. Mais voilà, après, physiquement, j'étais grassouillé rapidement, parce que voilà, j'aimais les bonnes choses, le chocolat, le fromage, donc je dépensais pas assez par rapport à ce que je mangeais. Mhm. Donc j'étais vraiment gras, ouais, des périodes. Mais voilà, après voilà, pas Tu plus. pratiquais du sport étant enfant, en club ou en association, non? Ouais, ouais, bah en fait, j'ai touché à pas mal de choses sans réellement performer. Donc j'ai pu faire ouais, du judo étant petit, du foot assez longtemps. Après, j'ai fait un petit peu de tennis, j'ai fait du ping-pong quand j'étais au collège. Enfin voilà, après, j'ai jamais fait de réel sport d'endurance, même si c'était ce qui me plaisait le plus quand même. Parce que moi, je suis quand même un fan du vélo. Mhm. Donc mon père était fan de vélo. Alors je l'ai très peu connu, et il est décédé quand j'étais assez jeune, quand j'avais 11 ans. Mais je sais qu'il était fan de vélo. Alors c'est peut-être pour ça aussi inconsciemment que je me suis intéressé à ça. Mais j'ai toujours aimé, ouais, tout ce qui était endurance, mais après sans le pratiquer réellement, quoi. D'accord. Ensuite, tu passes donc au niveau scolaire, comment ça se passe? Tu savais déjà en étant adolescent ce que tu voulais faire, ce que tu voulais être ou absolument pas? Non, non, pas du tout. Alors, que ce soit dans le sport, que ce soit professionnellement, non, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, en fait, c'est un peu comme je suis actuellement. Je suis un petit peu mes pas, sans Tes savoir réellement intuitions? où aller, et je me sers de ça, quoi. Mhm. Tu suis tes intuitions.
Ouais, bah, je pense que c'est bien, je pense d'agir ainsi. Après, c'est pas d'être marginal, hein, de faire ça, parce que, enfin, j'ai une famille à m'occuper, enfin Bien voilà. sûr. Mais du coup, non, non, je sais que bah si j'entreprends quelque chose qui ne fonctionne pas, et ben c'est pas grave, j'irai faire autre chose et j'essaie de me débrouiller, tu vois. Quand je suis arrivé sur Lyon, j'avais pas de boulot, alors que lorsque j'étais sur Avignon, j'en avais deux. Je travaillais la journée en tant que responsable d'une boutique de déco et le soir, j'étais pizzaiolo. Mhm. Donc c'est pas le meilleur endroit d'ailleurs pour bien manger, Ouais, mais parce j'imagine, que ouais. je mangeais des pizzas tous les soirs. Mais ouais, j'ai atteint presque le quintal quand même en poids juste avant de me mettre à courir. Mhm. Mais du coup, ouais, quand je suis arrivé sur Lyon, ben écoute, moi j'ai voulu travailler direct et donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur les marchés, dans les champs et ça m'a plu. Je trouvais ça assez épanouissant d'être bah, toujours dehors. Moi, j'ai toujours aimé être dehors, donc en pratiquant ou pas pratiquant de sport, mais voilà, j'ai toujours aimé être dehors, enfin, regarder la nature, savourer. Enfin voilà, on a tellement un beau pays, enfin même une belle région, enfin on a plein de choses diverses en France que je pense d'ailleurs, on s'en est rendu compte cette année qu'il n'y avait pas besoin de partir à l'étranger pour voir de belles choses C'est clair. et plutôt de se recentrer sur ce qu'on avait autour de chez nous. Et voilà, donc moi j'ai toujours aimé être dehors et puis voilà, moi j'aime bien ouais, suivre un petit peu mes intuitions et puis faire ce que j'ai envie de faire et voilà, me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et justement, l'intuition que tu as à la sortie de l'adolescence, là, moi j'aime bien rentrer dans essayer de comprendre un peu cette période charnière pour l'accomplissement d'une personne, c'est ce moment après l'adolescence. Euh, Tu t'aiguilles sur quoi? Et c'est quoi ton intuition à ce moment-là? Alors, si on parle d'après mon adolescence, on va dire la fin du collège et et le début du lycée. Alors là, ça a été la déchéance côté. J'ai fait un peu un échec, tu sais, échec scolaire, mais enfin sans aller non plus dans les bas-fonds, mais c'est T'étais en là où difficulté scolaire, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah après, j'ai pas été, c'était pas mirobolant. Alors après, j'avais quelques facilités, donc ça Mhm. m'a permis de sauver un petit peu les meubles et du coup. D'aller jusqu'au BTS derrière. Enfin, donc ça allait, mais du coup, je me satisfaisais vraiment de peu. Et c'est vrai que là, il y a pas eu de déclic. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure période, on va dire, de ma vie parce que j'ai pas fait C'était un de B... choses sensationnelles. Enfin, voilà quoi. C'était quoi comme BTS que tu voulais faire? Bah, je Que l'ai tu as fait, fait? hein, je Que l'ai tu as fait, étudié, pardon? je l'ai eu. Voilà, je fais un BTS MUC, Maint- Management des unités commerciales. D'accord. Et tu Voilà. sentais à cette époque-là que tu étais pas à ta place ou c'était quoi le sentiment? Non, là ça allait parce que j'ai commencé à découvrir la vie active parce que j'ai fait mon BTS en alternance Mhm. et c'est vrai que ça m'a rapidement mis le pied à l'étrier où je me suis dit bah voilà bon bah maintenant voilà t'as un bac plus 2 ça suffit tu peux faire quelque chose à côté une licence pro et continuer de travailler mais c'est vrai que là voilà je voulais travailler et gagner ma vie afin de pouvoir sortir et me payer un petit peu certaines choses que je voulais, et pas être dépendant de ma mère qui s'est très bien occupée de moi, Mhm. et voilà, et de travailler quoi. On sent que cette période-là, c'est le début où tu commences à vouloir sortir. Tu en parles souvent et beaucoup. J'ai notamment vu ça sur ton blog où tu parles un peu de ton parcours. C'est vrai que la période Ouais. où tu sors énormément, où tu parlais tout à l'heure des bars parallèles, cette période, elle est très importante pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Essayer de comprendre ce que tu cherchais et si c'était quelque chose qui te faisait souffrir ou tu étais épanoui à cette époque-là ou pas du tout. Bah écoute, c'est une période, moi je m'en sers parce que je ne la regrette pas du tout, parce que des fois tu as des personnes qui font l'inverse, qui mènent une vie, on va dire, carrée, il n'y a pas de reproches à leur faire, etc. Mhm. Mais en fait, il y a une énorme frustration chez ces personnes et après, ils pètent un plomb. C'est vrai. D'ailleurs, la plupart du temps, on appelle ça la crise de la quarantaine. Moi, je l'ai vécu avant, donc je la regrette pas. J'ai passé de bons moments aussi. Après, forcément, des moments où quand tu te mets une grosse cartouche en pleine semaine, que tu sais pas où t'as garé ta voiture, tellement que t'es sous et que
tu peux pas aller travailler le lendemain. C'est sûr que là, j'en suis pas fier, mais je sais que j'ai vécu ça, donc je m'en sers. Après, voilà, moi, j'ai toujours été dans la démesure, donc voilà, ça va aussi bien bah, pour le sport que, que ce que je faisais avant, mais pareil pour le travail, etc. Mais voilà, c'est du on-off. J'ai fait un article Mhm. dernièrement parce que j'ai fait quelques travaux sur une diète cétogène donc du coup c'est quand même un régime assez Ouais, particulier on en où parlera plus en détail tout à l'heure si tu veux ouais. bien. Mais effectivement, Mais ouais, du coup sur ton voilà, blog, enfin, ça a j'essaie retrouvé d'aller ça. dans les extrêmes quoi, tu vois. Mhm. Et non, en fait pour revenir à cette période-là, bon non, je m'en sers, ça me permet d'être plus fort, parce qu'il faut toujours se dire, faut se rappeler d'où on vient. Mhm. Et voilà, après cette période a duré suffisamment longtemps parce que bah, au lycée, bon, comme tout le monde, hein, on sortait le week-end, mais voilà, c'était tous les week-ends. Ça a été, on va dire, l'échauffement pour la suite, parce qu'après, voilà, quand j'étais en BTS et même après, quand j'ai commencé à travailler, ben là, c'était quand même le chaos, parce que voilà, enfin, je buvais, enfin, je fumais pas que des clopes, hein, j'allais Mhm. vraiment plus loin dans certaines choses et c'est vrai que voilà, je me suis retrouvé dans des états où je me souvenais plus de ce qui se passait, de ce qui s'était passé. Enfin voilà. Après, t'en rigoles. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, c'est peut-être pas forcément bien. Après, bah, tu dis, ouais, non, là, c'est déconnant. Donc du coup, voilà. Après, ouais, c'était un mode de vie qui était particulier. Je l'ai changé maintenant, mais voilà, je m'en Et, sers et je le regrette pas, non. et justement, est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit là c'est too much quoi? Ben, ouais, je pense que c'est un ensemble de choses quand t'es en surpoids, que tu picoles, que voilà, tu sens que tu subis un petit peu tout ce que tu fais, tu Mhm. vois. T'es essoufflé pour la moindre chose, pour le moindre petit effort. Bah voilà, tu te dis c'est pas bien quoi. Et quand t'as moins de 30 ans et que t'es dans cet état-là, tu vois, tu te dis ouais, faut arrêter les frais, quoi. Mhm. Faut arrêter les frais et il faut passer à autre chose. Et je pense que c'est comme tout, c'était un mode de vie qui était un peu dans l'extrême. Ben, la coupure, il fallait qu'elle soit pareille, mais dans l'autre sens. Donc, Mhm. je savais que ça allait être compliqué, mais voilà, après, c'est moi qui avais choisi d'être comme ça. Donc, ben, il fallait inverser la tendance et puis voilà, quoi. Mais bon, je me disais bien en tête que ça allait être compliqué. Et à ce moment-là où tu te dis il faut que je change, tu penses à quoi en premier? Tu penses juste à une espèce de diète alcool, clope, bouffe ou tu es aidé par le sport ou par d'autres moyens pour basculer d'un En état fait, c'est d'esprit à un l'autre? ensemble de tout. En fait, j'ai arrêté de fumer au départ. Bon, la première journée, c'est ce que je raconte souvent, c'est que j'ai eu un peu de chance. Je sais pas, il y a eu un truc qui est arrivé comme quoi j'avais pas vraiment ce besoin de fumer. Mhm. Donc, je me suis dit, bah vas-y, on va saisir l'occasion et on va voir ce qui se passe. Donc, du coup, bah voilà, les premières heures sont passées, la matinée, l'après-midi, la journée. Donc je me suis dit bah vas-y, ça faisait je sais pas un moment incroyable que ça faisait que j'avais pas arrêté de fumer pendant une journée. J'avais déjà essayé hein, mais ça avait Mhm. été horrible. Je me suis servi des fois où j'avais voulu arrêter, de me dire bah voilà, tu tombes pas dans ce piège-là, dans ce piège-là. Donc j'ai commencé à arrêter de fumer et puis derrière bah, je me suis dit ah, si tu commences à arrêter de fumer, tu vas compenser dans la bouffe parce que j'étais quelqu'un quand même qui me réveillait en pleine nuit, qui allait bouffer des bichocos, des granolas, boire un verre de lait, enfin tu vois. Donc si je partais dans ce délire-là, j'allais j'allais atteindre, tu vois, j'allais atteindre plus que le quintal. Mhm. Donc du coup, je me suis dit ben on va se mettre au sport et puis du coup, ben, j'ai pris les premières chaussures de sport que j'avais. Donc à l'époque, c'était des Nike Shox. Donc tu vois, c'est pas fait pour courir, mais j'avais pris Ouais. ça. Après, derrière un short de foot, un t-shirt en coton, et je suis parti courir. Alors, comme je le disais,
j'ai commencé à courir au mois d'août. Donc c'est vrai que ça s'est passé dans le sud. C'était pas le mois le plus judicieux Le pour mois commencer d'août à à courir. Châteauneuf-de-Gadagne, c'est pas évident. Ouais, voilà. Donc du coup, bon bah ça s'est fait et bon ça a pas duré longtemps. Ça a duré moins d'une demi-heure, mais je l'ai fait. Bon, je me suis ouvert quand même une bière quand j'ai fini de courir hein, pour me récompenser. Mais voilà, j'avais passé un autre cap et de là, grâce à ma compagne, j'ai découvert les légumes, donc notamment la soupe. Donc voilà, j'ai découvert ce qu'étaient certains légumes. Hein. Il n'y avait pas que la patate hein, qui était enfin, pour moi, voilà, la patate, c'était l'un des seuls légumes qui existait. Non, non, j'ai découvert pas mal de choses. D'ailleurs, maintenant, de la soupe, j'en bois ben, hiver comme été, enfin toute l'année j'en bois. Et voilà, donc j'ai découvert les légumes. On en parlera tout à l'heure vis-à-vis du cétogène, mais voilà. Euh, Très Maintenant, bien. voilà, je suis plus basé sur les légumes. Alors, je suis pas un végétarien, attention. Mhm. J'aime manger de la viande, mais voilà, de façon raisonnée. Et raisonnable. Et voilà, exactement. Alors moi, j'aimerais souligner, parler un petit peu de moi, hein, ce que je fais pas beaucoup dans mon podcast, mais moi je suis un ancien fumeur aussi. J'ai fumé pendant une dizaine d'années aussi, à peu près un paquet par jour. Et je tiens à souligner quand même, pour ceux qui ne savent pas, et je pense qu'il y a il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas à quel point c'est dur, ça peut être dur pour certaines personnes d'arrêter de fumer, dans certaines situations, d'arrêter de boire, d'arrêter de manger. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au running et au trail aussi pour passer ce cap-là. Effectivement, ce genre de situation, c'est vraiment pas simple parfois. Donc je tenais à souligner enfin, le travail, la volonté qu'il faut pour passer d'un état à l'autre, quoi. Eh ben, félicitations à toi parce que, tu vois, ce que je dis souvent, c'est que mon histoire, en fait, elle est pas atypique parce que, comme tu le dis, et en fait, ouais, il y a plein de personnes qui se sont mis à courir, comme tu viens de le dire, parce qu'ils ont arrêté de fumer. Donc, mon histoire est pas forcément atypique. Après, moi, j'aime partager ça, je joue des réseaux sociaux. Et tu vois, si toi, ben, tu donnes de ton expérience et que moi je mets la mienne au milieu, etc. Si on peut aider les gens, ben, je trouve ça vraiment cool et voilà, bah, félicitations à toi parce que bah, c'est cool d'en parler et voilà, s'il y a des gens encore qui ont replongé, je sais que moi j'ai pas mal de personnes hein, qui m'envoient des messages en me disant ouais ben j'ai lu ton histoire, ben écoute ça m'a motivé, ben du coup j'ai arrêté de fumer et je fume plus grâce à toi, tu vois. Et moi, quand j'entends ça, c'est plus beau qu'une victoire, tu vois, sur une course ou en trail ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Et du coup, c'est cool. Donc, si on est tous là, tu vois, à se serrer les coudes et à montrer l'exemple, et pour moi, voilà, c'est une base pyramidale saine comme ça, bah, c'est important, tu vois. Voilà. Donc, C'est clair. bravo. Sujet très important, la, la santé par rapport au trail. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui se mettent au trail, notamment par rapport à ça aussi. Tu nous as parlé de tes premiers pas de running. Ouais. Combien de temps ça a duré le running? J'imagine que c'était au départ sur le bitume. Ouais, en fait, bon après, à Gaden, il y a pas mal de chemins, mais bon, pas forcément technique, hein, c'est comme de la route, c'est plat, c'est des chemins de vigne, mais bon, c'était assez sympa. J'y suis allé vraiment progressivement, c'est-à-dire que mon but en fait de courir, c'était, comme on en parle là, c'était plus pour trouver un mode de vie beaucoup plus sain, donc faire du sport, mais c'était 2 voire 3 fois maximum par semaine. Mhm. Donc c'était pour faire des sorties peut-être de 45 minutes dans la semaine et peut-être 1 heure le week-end. Enfin voilà, sans montre, tu vois, au départ quand je suis parti courir, je savais pas combien de kilomètres j'ai fait quoi. Je connais pas ma vitesse au départ, mais voilà, c'était plus voilà pour se dire bah on compense dans autre chose. On a un mode de vie plus sain, on essaye de manger un petit peu mieux. Voilà, le but c'était vraiment de faire ça. Et en fait, en partant dans ce délire-là, je pense que j'y suis allé vraiment progressivement sans griller les étapes. Et puis, en fait, le monde du running, il s'ouvre facilement
et ouvertement. Et donc tu discutes, voilà, tu te fais de nouvelles connaissances et surtout qu'à cette période-là, ben, c'était la période un peu charnière parce que moi je suis parti du sud pour habiter bah, sur Lyon et là en fait bah, je connaissais beaucoup moins de monde donc bah, j'ai rencontré des personnes liées au running forcément pour certaines personnes et grâce à ça, enfin moi dans tout ce que j'entreprends, j'aime bien avoir des retours d'expérience et être conseillé parce que je suis pas là à dire je sais donc je fais. Non, je préfère être conseillé ou je vais regarder sur internet ou voilà, je me documente pour essayer de bien faire. Et en fait voilà, j'y suis allé progressivement. J'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des conseils ben, d'aller en club par exemple pour bah, voilà être encadré bah, par des personnes diplômées et qui peuvent toujours te faire progresser. Alors la progression, c'est pas forcément dans le but de faire un résultat en course, mais c'est déjà de pas se blesser, parce que pour moi, quelqu'un qui s'entraîne bien, c'est quelqu'un qui se blesse pas, c'est C'est pas clair. forcément quelqu'un qui court vite. Donc voilà, j'ai appris là-dessus. J'ai découvert le fractionné, j'ai découvert comment gérer un fractionné, parce que forcément, comme je te dis, en étant on-off, bah, quand tu fais tes premiers fractionnés, bah, tu les tiens pas. Et donc j'ai appris ça, j'ai appris à travailler sur moi-même exactement. Ça m'a aussi aidé dans ma façon de voir certaines choses, à relativiser sur d'autres et bah, à gérer aussi cet arrêt du tabac parce que j'arrivais à enchaîner bah, les jours, les semaines, les mois et c'était pas forcément facile, bah, comme tu le sais. Et voilà, Mhm. donc voilà. Pour revenir un petit peu sur la période où tu te lances dans le running et où tu disais tu intègres des clubs, etc. Moi, il y a une question quand même que je me pose. Tu es donc un ancien fumeur, tu as approché le Quintal, tu n'as pas de passif d'endurance, ni de sportif à proprement parler, entre guillemets, de haut niveau, quoi. Et on s'aperçoit qu'en l'espace de 4-5 ans, tu arrives à un niveau de performance, comme je l'ai évoqué sur les différentes courses dans l'introduction, notamment sur l'éco-trail, à des niveaux de performance qui sont proprement hallucinants. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors dans les grandes lignes, hein, bien sûr, comment tu arrives en si peu de temps à passer d'un niveau de non sportif à un niveau aussi excellent? Bon, alors, forcément, ça, je mentirais si je disais le contraire, mais j'ai des prédispositions, ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce que je répète à chaque fois, c'est que même avec des prédispositions, s'il n'y a pas de travail Ah, ça c'est derrière, clair. tu vois, bah, tu peux rien faire, quoi. Je prends toujours l'exemple du foot, tu vois, t'as des gens comme... et pourtant, j'aime pas ce footballeur, hein, mais si tu prends l'exemple de Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur du monde parce qu'il a des prédispositions, tu vois, et mais surtout parce qu'il y a un énorme travail derrière. C'est un ouf, tu vois, ce mec. Et Ah, c'est pourtant, bon, c'est monsieur pas. 1500 abdos par jour. Ouais, c'est le mec. Enfin, voilà, je suis pas hyper fan de lui, tu vois. Et à côté, t'as Lionel Messi qui est, tu vois, ils se battent hein, tous les deux. Et pour moi, si Lionel Messi travaillait plus, tu vois, il serait meilleur que Ronaldo parce que il a beaucoup plus de prédispositions que Ronaldo, mais il travaille pas de la même manière. Après, à l'extrême, t'as un mec comme Balotelli, par exemple. Ça aurait pu être, pour moi, l'un des meilleurs attaquants du monde. Tu vois, on l'a vu hein, quand il était assez affûté. C'était un mec, voilà, il a un sens du but. Il est très bon, mais c'est un mec qui s'en fout, tu vois. C'est un Ouais. mec qui travaille pas, il va reprendre les entraîneurs, il fume, il boit tout le temps. Enfin, je dis pas qu'il faut arrêter de boire ou quoi que ce soit, tu vois. Mais le mec, il a une hygiène de vie horrible, tu vois. Et encore, il se blesse pas trop, tu vois. Donc, tu vois qu'il a des prédispositions de ouf, tu vois. Mhm. Mais derrière, il fait pas le job. Et voilà. Donc là, c'est pareil pour revenir au running. J'y suis allé progressivement, donc d'une, je me suis pas blessé. Après, j'ai fait assez attention à ce que je faisais quand je mangeais, même si j'adore me faire plaisir, tu vois, j'aime bien manger des bons plats. Tu vois, en ce moment, je suis en train de boire un super rouge de Châteauneuf de Gadagne, qui est le domaine des Garriguettes. Ah, je crois que je le Mais tu connais vois, je celui-là. vais pas y aller à outrance, tu vois. Mhm. J'y vais parce que j'apprécie ce moment, etc. Et après, derrière, en étant bien encadré, tu vois, moi, je suis allé dans un club
il y a un truc qu'il faut vraiment retenir, c'est quand vous commencez le running ou un autre sport, il faut se faire plaisir. Et ça, c'est hyper important, se faire plaisir. Donc le but, moi, ce qui était, c'était de me faire plaisir, de progresser, forcément. Après, j'ai toujours eu un peu, pas l'âme d'un compétiteur, mais quand j'engageais quelque chose, il fallait que je le réussisse, tu vois. Alors, c'est arrivé plein de fois où je me suis planté, ça c'est sûr. Mais voilà, il fallait que je réussisse, que ce soit dans le travail ou dans d'autres choses. Et bah là, c'était pareil. Je voulais réussir mes séances, je voulais réussir à courir plus longtemps, peut-être un petit peu plus vite. Et au départ, j'ai pris un club, tu vois, c'était avec des anciens, parce que je voulais retrouver un petit peu ce côté collectif dans un sport très individuel. Et c'est là où je me suis fait plaisir, parce que je rigolais avec les anciens. C'est comme quand tu joues au foot avec les vieux crampons, tu vois. Mhm. C'est des mecs qui vont te faire des tacles par derrière, tu vois, parce que quand tu cours, ou quand tu joues au foot, c'est pareil. Et par contre, derrière, bah, tu vas vachement rigoler dans les vestiaires. Bah là, c'était pareil. Et c'est vrai qu'après, ben, en enchaînant les entraînements, j'en ai rajouté peut-être un, deux par semaine en plus, en faisant un peu de renfo, de muscu à côté, je me suis rendu compte que ben, mon niveau, forcément, il progressait, mais il allait vraiment assez vite. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement. Tu vois, mon premier 10 kilomètres, j'ai fait 45 minutes, je sais pas, quelques mois après avoir couru, peut-être 3 4 mois après. Et 2 ans après, tu vois, j'étais en 37 minutes. Ouais, Donc c'est vrai que c'est allé très ça allait très vite. vite. Après, voilà, c'était de la rigueur dans mes entraînements. Oui, il y avait une certaine prédisposition. Après, je me rends compte que tu as d'autres coureurs contre qui je cours qui ont de plus belles prédispositions que les miennes. Après, j'ai commencé très tard. Et bah, comme je le dis, j'ai pas fait une école d'athlète, j'ai pas Mhm. une endurance de base. Pour moi, je suis un coureur neuf, tu vois, même si j'ai 37 ans, tu vois. Mhm. Mais je suis un coureur neuf. Donc après, j'apprends tous les jours, même si on en apprend tous les jours, mais j'apprends énormément. Donc je l'ai vu d'ailleurs en 2020, où ça a été une année pour moi, je pense, charnière, qui m'a remis en question sur pas mal de choses, où je pensais que je connaissais beaucoup alors que je connais très peu. Et donc c'est du positif à prendre. Mais voilà, après, bah, j'ai saisi cette opportunité. J'ai eu la chance de me dire, parce que la chance compte beaucoup, hein, mais j'ai eu la chance de me dire, bah voilà, bah, j'ai trouvé en fait ce qu'il me fallait, quoi. Ah, on peut pas Et appeler voilà. ça tellement de la chance, hein, du coup. Comment? On peut pas appeler ça tellement de la chance si tu dis que tu as bossé pour et que tu t'es épanoui là-dedans, c'est que voilà, c'est pas réellement de la chance, c'est pas, ça t'est pas arrivé par hasard, quoi. Ouais, bah écoute, c'est un peu de la chance de se dire, bah voilà, le sport d'endurance, c'est ce qui te correspond et c'est ce que tu as envie de faire dans ta vie et de le lier vraiment dans ta façon de vivre. C'est un peu de la chance parce que grâce à l'arrêt de la clope, je me suis découvert. Donc, on va pas dire que c'est grâce à la clope, mais voilà. Mhm. Comment tu vis le côté compétition? C'est quoi ton rapport à Euh, la compétition? Bah, c'est assez compliqué de mon côté parce que du coup, comme j'ai fait quelques résultats il y a quelques années, bah, c'est vrai qu'après tu montes un peu sur la scène, tu vois, et donc du coup, ça engage beaucoup de pression derrière parce que bah, tu as des sponsors qui t'approchent. En Mhm. plus, moi, j'ai joué le jeu de rentrer sur les réseaux sociaux pour partager un petit peu ce que je fais, partager ben, les endroits où je vais parce que tu as certaines personnes qui ne peuvent pas. Donc c'est cool de montrer où tu vas parce que tu as la chance de le faire. Après, bah, tu as les sponsors qui te demandent. Après, bah, forcément, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant parce que on te regarde, mais bah, tu te regardes toi aussi, quoi, tu vois. Et Mhm. donc ça met beaucoup de pression. Après, moi, je m'en mets aussi beaucoup. Donc je trouve que mon premier concurrent, c'est moi-même. Donc ça l'a été encore plus en fait bah, dès que tu prends un petit peu de niveau, donc forcément. Donc ouais, l'appréhension vis-à-vis de la compétition a été facile au départ parce que tu arrives comme un outsider et que personne te connaît, tu vois. Et après, bah, quand tu joues le jeu, que voilà, tu fanfaronnes des fois sur certaines choses, ben ça te met une pression supplémentaire. Donc c'est vrai qu'il y a une période où c'était assez compliqué.
Donc bah maintenant je travaille là-dessus et voilà, on verra. J'ai hâte en tout cas d'avoir une prochaine compétition. Je me satisfais pas de ne pas en avoir. À cette époque-là, je parle de la période où tu es en progression constante là au niveau physique et au niveau. Tu es exclusivement dans le trail ou tu es aussi sur le bitume ou d'autres sports? Bah, pour moi, un coureur à pied, tu vois, il faut le prendre au sens littéral du mot, c'est coureur à pied. Donc pour moi, un coureur à pied, il doit être bon sur la route, en chemin, sur du technique, sur de la montée, de la descente. Alors forcément, bah, il y en a qui sortent leur épingle du jeu sur certains terrains, mais pour moi, faut savoir un petit peu tout faire. Donc que ce soit voilà technique, mais aussi sur la distance, sur du court, du long. Puis c'est ça l'intérêt, tu vois. Enfin, moi, ce qui me rend, ce que je trouve ouf dans la course à pied, bah, c'est de voir le corps humain comme il arrive à s'adapter. Et Mhm. moi, c'est ça qui m'intéresse trop. C'est pour ça que j'accompagne aussi des gens à côté là-dedans pour donner bah, mon expérience aussi, mais aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse trop. Je regarde un peu nos ancêtres, un petit peu comment ils chassaient, etc. Tu vois, tu dis ouais, ben les mecs, ouais, on était vraiment des personnes très endurantes, tu vois, où on allait chasser à l'épuisement parce que, voilà, on a un corps qui arrive à se réguler grâce à la transpiration, à savoir que les Mhm. animaux ne transpirent pas. Et nous, on arrive à transpirer pour refroidir notre corps dès que ça monte. Après, on a voilà une endurance de ouf et c'est vrai que pour moi, je trouve ça hyper intéressant, quoi, tu vois. C'est clair. Et du coup, ouais, je m'en sers et j'essaye de découvrir pas mal de choses. Donc ça passe par là, ça passe par la façon de s'alimenter sur tout ce qui est chaîne lipidique et tu vois, enlever les glucides qui servent à rien, tu vois. Et quand je regarde ça et que je vois maintenant la population de maintenant, je me dis, putain, c'est totalement l'inverse parce que les gens, en fait, mangent uniquement du sucre, tu vois, enfin, principalement du sucre. Et puis l'endurance, bah, c'est plus ce que c'était, tu vois. Donc, Ça, c'est clair. j'essaye de quand même défendre ça, pas par rapport à mon changement où j'étais en surpoids, etc., mais de dire, putain, les gars, faut se bouger, quoi, tu Mhm. vois. Mhm. Tout le monde parle du Covid, etc., mais enfin, les maladies cardiovasculaires, tu vois, il y en a de plus en plus, et ça, c'est à cause de la malbouffe, Du manque du manque d'activité. d'effort physique. Alors, Mhm. d'effort physique, je dis pas qu'il faut courir. Enfin, tu vois, moi, je fais 20 heures d'entraînement par semaine. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais au moins d'aller chercher son pain pour aller marcher. Enfin, peut-être pas le pain parce que c'est pas le meilleur exemple, mais tu vois, pour aller chercher son journal, on va dire, c'est vas-y à pied, quoi. Tu vois, si tu peux le faire à pied, vas-y, quoi. Si tu peux prendre ton vélo pour aller travailler, prends ton vélo ou le dimanche, au lieu de squatter Netflix, enfin entre deux épisodes, ben, va t'aérer un petit peu. Enfin, tu vois, c'est un mode de vie qui est important. Et puis, tout ça, ça peut changer pas mal de choses. Enfin, après, on n'est pas là pour discuter de ça, mais tu vois, entre la pollution, enfin voilà, ça rentre sur pas mal de trucs et les gens s'en sont rendus compte un petit peu pendant le premier confinement, voire le deuxième, mais maintenant, je pense que c'est totalement oublié et c'est dommage. Donc voilà, faut revenir aux bases et les bases, bah, c'est des milliers et des milliers d'années. Donc faut pas oublier d'où on vient. Je dis pas qu'il faut s'habiller de la même manière, mais mais voilà, enfin, faut penser à bien consommer et voilà, être responsable sur pas mal de choses, quoi. Enfin, moi, quand je vois certains de mes proches qui, à moins de 40 ans, sont essoufflés quand ils marchent un petit peu, même sur du plat, je me dis, c'est pas de bon augure pour les années qui suivent, quoi. C'est clair. Moi, j'ai un exemple que je dis souvent. À l'époque où je m'entraînais beaucoup, notamment pour les Templiers, on me disait, mais tain, tu t'entraînes énormément, tu fais que du sport. J'ai dit oui, mais moi, si je m'entraîne pas, avec mon boulot, moi je travaille dans les bureaux, tu sais, si je m'entraîne pas, je fais 2,3 km par jour. En allant de la Ouais. voiture au bureau, du bureau à l'imprimante, de l'imprimante au café, et voilà, donc j'ai fait 2 km dans la journée, quoi. Donc Ouais. on est clairement dans une position de sédentarité, et comme tu le disais,
il faut pas l'oublier, l'homme c'est une formidable machine qui est constituée initialement pour se déplacer longtemps. Et comme tu le disais, il existe la chasse à l'épuisement. Et ça se fait encore aujourd'hui dans dans certaines parties du globe où certaines populations chassent les animaux en leur courant après jusqu'à ce que les animaux s'épuisent de fatigue. Parce que Et nous, on ouais. est plus endurants qu'eux. Donc c'est frappant de voir à quel point nous, les humains, on est fait pour ça. Ouais, et d'ailleurs, l'alimentation va avec, hein. Avant, les gens ne mangeaient bah, pas de sucre, tu vois. Mhm. Enfin, parce que du coup, ils sollicitaient énormément bah, les chaînes lipidiques. Donc, comme ils n'étaient pas en haut en cardio, ben voilà, ils puisaient plus dans les graisses que dans les sucres. Et maintenant, notre société de consommation, ben, en fait, à cause des publicités et des on-dit et des lobbies, bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais le sucre, c'est vraiment une saleté. Alors, je pense que les gens s'en rendent compte, et par contre, il faut surtout se dire que les graisses, c'est bon. Il faut pas oublier ça. Les graisses, c'est important. C'est très bon. Le sucre, en fait, ce qui est important pour le corps humain, il n'y a que le cerveau qui se sert en sucre. Le reste, ben, on grossit à cause du sucre qui se Mhm. transforme en graisse. Mais après, voilà. Enfin, on est, on est nous sommes des animaux voilà, qui ont besoin de bouger, quoi. Et après, voilà, quand tu as un travail où, comme tu le dis, ben, tu marches très peu, tu prends que ta voiture, parce que tu peux prendre que ta voiture pour aller travailler, ben ouais, il faut quand même se dépenser un minimum. Enfin, se dépenser, je dis pas qu'il faut aller courir, mais juste dans son mode de vie, de changer certaines habitudes, c'est hyper important. T'es pas obligé d'aller courir, tu peux juste aller marcher. Marcher, c'est déjà super bien, quoi. C'est mieux que de rien faire. Enfin, moi, juste changer une petite habitude, je trouve que déjà, c'est un pas en avant. Et voilà. Et là, on parle uniquement de l'aspect motricité ou cardio, etc. Mais on peut parler aussi non, justement de l'aspect tendon, muscle, douleur dorsale, où on se rend compte que Ah, mais, il totalement. y a énormément de douleurs et de problématiques liées au corps humain qui sont liées à la sédentarité, quoi. Bah, tu vois, par exemple, le mal de dos, c'est le mal du siècle, hein. Alors, le mal de dos, forcément, il y a la posture, mais il y a aussi, bah, voilà, le manque de gainage, le manque. Alors, le gainage, c'est pas que. Il faut pas régler ça en faisant du gainage. Je dis pas que il faut être le champion du monde de planche, tu vois, et à rester des heures, mais déjà, c'est la posture quand tu travailles, quand tu manges, quand tu conduis. On rentre dans un phénomène où on est tous vautrés, etc. Mais c'est comme ça que tu as mal au dos. Donc après, voilà, c'est pas une rigueur, c'est une façon de faire. Puis après, bah voilà, tu fais un petit effort, tu essayes de te tenir droit. Et c'est là où plein de choses vont changer. Enfin, il y a des maladies chroniques, des maladies même auto-immunes que tu peux régler bah, par Mhm. l'effort physique. Mais l'effort physique, je le répète, c'est pas de rentrer dans des extrêmes, c'est juste d'être actif, juste actif. Parce que tu vois, moi je suis. Des fois on va me dire, je suis grossophobe, tu vois, mais enfin, ce qui est totalement faux, mais pour moi je suis contre le body positif. Parce que je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire on va dire ouais, il faut accepter de comme on est. Alors oui, il faut accepter ça, je suis 100% avec ça. Mais après, il faut pas accepter parce que c'est de se dire, bah en fait, je me satisfais de ça en me disant, j'accepte comme je suis et puis c'est comme ça. Non. Après, tu vois, le body positif, si c'est en vogue, c'est parce qu'il y a un problème déjà au départ. Et ça, c'est le manque d'activité ou la sédentarité où on reste là-dessus. Alors, c'est vrai qu'après, ben, il y a des fois des problèmes qui peuvent arriver, c'est sûr. Ça, c'est dû à pas mal de choses dans notre quotidien, entre l'apparition de plein de maladies auto-immunes qui arrivent, Mhm. etc. Mais du coup, ouais, il faut bougez-vous, quoi. Bougez-vous et vous verrez que si vous bougez un petit peu, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui iront. Je dis pas qu'il faut être fit, etc. parce que c'est pas vrai.
Mais voilà, faut être Un bien dans minimum, sa quoi. peau et surtout être bien dans sa peau. Moi, je trouve que ça va avec tout, c'est de s'accepter comme on est. Ça, c'est du body positive. Mais aussi, c'est de se dire, putain, quand je cours après mon bus parce que je vais quasi le rater, bah, quand je rentre dedans, je suis pas en sueur, etc. Non. Enfin voilà, tu vois, c'est de pouvoir réagir à pas mal de choses liées à notre vie en général et voilà, d'être bien, quoi, tu vois, être bien dans sa peau, d'être épanoui, d'être actif, de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et ça passe par une énergie supplémentaire, quoi. Et voilà, je pense que si on prend exemple dans des pays d'Asie, tu vois, enfin moi ça me fait rêver hein, quand je vois des gens de 80 ans qui sont là, tu vois, à faire leur tai chi, etc. Alors qu'ils en paraissent 20 de moins, bah je trouve ça magnifique. Alors que, enfin, tu regardes une personne ici, enfin dans notre vie, enfin ici, tu te dis, putain les gens en fait, ils paraissent plus vieux, tu vois, Mhm. parce que voilà, on est devenu sédentaire et on se satisfait du peu, quoi. Après, tu as un argument contraire hein, qui est légitime aussi, qui s'entend hein, sur les personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue que toi et que moi en particulier. Hein. C'est qu'ils te disent que pour eux, avoir notre vie à nous, c'est ne pas profiter de la vie. Pour eux, profiter de la vie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, picoler, boire. Euh, comment tu peux démonter cet argument-là quoi? Ils ont pas forcément de tort non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment Ouais, donné, mais au après tu leur niveau, dis, écoute, on verra ça dans 10-15 ans, tu vois, au et niveau, dans au dix niveau quinze ans, on physique, verra ça. ça peut avoir des répercussions effectivement importantes si on dépasse un certain stade, notamment en termes de poids, etc. Déjà, le retour en arrière est compliqué, et plus compliqué, et en plus, ça a des impacts hyper négatifs et dangereux sur la santé, quoi. Ouais, totalement. Puis, tu vois, t'as pas envie de dire, tu vois, j'avais eu raison parce que t'as eu un accident cardiovasculaire ou autre chose, tu vas pas Mm. dire, ah, tu vois, je te l'avais dit. Mais c'est pas ça. Moi, c'est le message que je veux passer, c'est faites attention, tu vois. Après, c'est être bien dans son quotidien. Enfin, tu vois, Mhm. moi, je me satisfaisais du truc. Oh là là, bah voilà, j'ai picole, je suis content, j'ai vu mes collègues, etc. Tu vois, j'ai fait plein de choses. Mais au final, si tu fais les comptes derrière, tu dis, ouais, ben, en fait, ouais, je me suis fait plaisir, mais trop, trop plaisir, C'est tu un vois. peu de la facilité aussi, quand même. Enfin, Ouais, après, c'est un peu dur de dire ça, mais. mais c'est exactement ça, c'est totalement ça, parce que en fait, quand tu vois, moi, certaines personnes, des fois, je sais pas, tu vois, je me permets, tu vois, de commenter sur certains sites ou quoi, tu vois, et les gens, ils te disent, non, mais, enfin, tu profites pas et tout, mais si, enfin, en fait, faut savoir profiter, enfin. Je continue de boire l'apéro, je suis pas l'aficionados du sport à outrance, tu vois. Enfin, comme je te dis, là, je suis en train de boire mon petit verre de vin rouge, je vais m'en resservir un derrière. Euh, je sais pas, tu vois, ce qu'on a prévu pour le 31, on a un couple d'amis qui viennent, ben, on va se faire une raclette, tu vois, enfin, je vais me faire plaisir là-dessus, mais après, voilà, il faut savoir se faire plaisir quand il faut savoir raisonner. Mhm. Et, et voilà, après, c'est important parce que maintenant, quand tu vois le nombre d'accidents qu'il peut y avoir à cause des excès, de la malbouffe, enfin, du sucre, enfin, le sucre, ça va être l'ennemi, mais c'est l'ennemi, bon, ça a déjà commencé, mais enfin, il y a plein de choses qui vont faire que, enfin, le nombre de maladies qu'il va y avoir, enfin, quand tu vois la poussée du diabète qu'il y a en ce moment, enfin, depuis quelques années, tu te dis, mais ce n'est pas normal. Ce n'est Ah pas non, ça c'est normal clair. qu'il y ait autant de problèmes là-dessus parce que maintenant, quand tu prends un produit, il y a du sucre dans tout. Mhm. Et enfin voilà, après, on va dire, oh, le relou, etc. Mais non. Enfin, après, derrière, tu vois, Ça a un impact. moi, j'ai mis du temps hein, à faire ça. Hein. Tu vois, je mangeais des McDo. Enfin, dis-toi qu'en sortant de boîte un jour, un soir, quoi, je suis arrivé à manger 10 double cheese. Donc, Oh t'imagines la que vache. les 10 double cheese, je les ai bouffés d'un coup comme ça. C'est bien passé, tu vois. Et je sais ce que c'est le goût d'un McDo, tu vois. Mais maintenant, bah, je vais beaucoup plus apprécier un burger fait maison avec une bonne viande d'où tu sais d'où elle vient, ou dedans, bah, tu vas choisir ton fromage, tu vas pas prendre leur fromage là,
qui est emballé sous vide, tu vois, dégueulasse. Là, tu vas te mettre des petites lamelles d'abondance, des petits trucs comme ça, tu vois. Mais tu vas vraiment faire plaisir et surtout, tu vas apprendre à cuisiner, tu vas réapprendre à découvrir des saveurs, à mélanger des plats, enfin, tu vois. Et en fait, c'est hyper épanouissant, quoi, tu vois. Et au contraire, c'est là aussi où tu te fais plaisir, tu te fais du bien, tu manges bien, c'est sain. Puis après, bah, le but, c'est de le partager aussi. Je rentre pas dans du truc où je fais du sans gluten, où je mange des trucs où les gens ne connaissent pas. Enfin voilà. Après, moi, ça m'intéresse aussi, hein, des choses comme ça. Mais voilà. Après, voilà, je peux prendre un bon pain. C'est tellement important parce que, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment de la merde. Et il y a plein de choses où les gens pensent aussi manger bien et en fait, ils mangent très mal. Mm. Mais voilà, Moi, c'est la partie. je vais pas non plus m'ériger en une personne qui est sans problématique. Moi, de mon côté, je suis quand même aussi dans une situation où eh ben, j'ai quand même la chance d'avoir un métabolisme qui élimine énormément. Et ça on n'en parle pas souvent, mais on n'est pas tous sous la même enseigne. Et il m'arrive régulièrement de faire des McDo parce que j'apprécie et effectivement, voilà, je dis souvent aussi que la majorité des gens disent que le McDo c'est pourri, mais que les McDo sont toujours pleins, quoi. Donc Mm. on n'est pas encore arrivé au bout de l'histoire par rapport à ce sujet-là, mais On l'a effectivement, vu comme tu le dis, après le confinement, hein, quand les premiers drives ont ouvert et que tu as vu des kilomètres de file d'attente pour aller manger 2 burgers et au final, 2 heures après, ils avaient encore faim parce que tu sais, mhm. c'est pas du tout consistant. Mais Moi j'en après, suis je pas à vais ce pas les stade-là, moi. dire sur les McDo, tu vois, je vais pas aller cramer un McDo, je suis pas José Bové, quoi, tu vois. Mhm. Mais, mais voilà, après, pour moi, voilà, la dernière fois que je suis allé au McDo, je ne sais plus en quelle année c'était, quoi. Mais après, c'est plus bah, vis-à-vis de McDo, vis-à-vis de l'enseigne, tu Mhm. vois. Mais aussi, tu vois, moi, ça m'insupporte de voir des pubs, tu vois. En fait, c'est ça que j'aime pas, parce que, je vais pas dire, hein, un double cheese, je trouve ça très bon, hein. Un sundae caramel, un sundae au daim, enfin, un McFlurry au daim, c'est super bon. Mais, moi, où les gens, ils te font croire que les vaches, enfin, que tout le bœuf qui est quasi label rouge, que les salades elles sont choisies, etc. Non mais après, enfin moi on me prend pas pour un con, tu vois. Donc tu vois des choses comme ça, je ne peux pas cautionner, tu vois. Bah, voilà des choses comme McDo et puis bon il y a plein d'autres marques, mais Mhm. mais voilà, après, forcément, je passe devant un McDo, je sens l'odeur d'un McDo. Tu dis, c'est de la merde, mais c'est vrai que c'est bon, certains produits, tu vois. Mais après, faut pas oublier que j'avais lu un truc, c'est qu'un hamburger, tu mets quand même un hamburger de chez McDo, hein, tu mets 1 mois à réellement le digérer totalement. Tu te rends compte? 1 mois. Ah ouais. D'ailleurs, je conseille, je sais pas si tu l'as vu, il y a un reportage de Michael Moore là-dessus, Mhm. sur alors c'est pas Oui, totalement sur McDo, mais c'est sur, tu vois, ils mettent en avant pas mal, tu vois, sur la viande, par exemple, de McDo, qui est traitée à l'ammoniac, etc., tu vois, pour éviter certaines maladies, comme E. coli, etc. Et c'est ultra intéressant. Donc ça, c'est un reportage que je conseille, ouais. on essaiera de mettre les notes le lien dans les notes de Ouais. l'épisode. On va revenir un petit peu au trail. Alors on a digressé là fortement, mais c'est pas grave. C'était intéressant, très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fonctionnes au niveau de l'entraînement aujourd'hui et dans les années qui ont précédé? Tu fais du croisé, comment ça se passe au niveau du volume? Tu as parlé de 20 heures par semaine, ça a toujours été le cas, un peu plus, un peu moins, comment c'était? Ben, en fait, moi, j'ai commencé, bon, comme dans tout ce que je fais, hein, je suis autodidacte dans ce que j'entreprends, et après, c'est vrai que quand tu vas être cadré, bah, faut rejoindre un professionnel. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que pour ceux qui veulent commencer, bah, commencez, voilà, en tâtonnant, regardez ce qui vous plaît, etc. Et après, bah, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, c'est pas mal de se rapprocher d'un club et d'un entraîneur diplômé. Après, ben, du coup, quand j'étais en club, derrière, ben, j'ai fait quelques résultats et de là, bah,
j'ai été repéré par un team, donc j'ai été sponsorisé, quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai demandé, bah voilà, du coup c'est pas mal de pression. Donc derrière, j'aimerais avoir un coach individuel. Donc j'ai commencé avec Eric Lacroix, qui est pour Mhm. moi la personne qui m'inspire le plus dans l'entraînement. Parce que au-delà d'être un grand coach, c'est un scientifique et c'est un Mhm. mec voilà, qui va pousser pas mal de choses et qui est très ouvert à la discussion et qui aime partager et instruire en fait les gens qui s'y intéressent. Et du coup, moi, ça m'a intéressé. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai décidé aussi d'accompagner des personnes dans de la planification et de la programmation d'entraînement. Et en gros, j'ai été formé par lui et c'était intéressant d'être formé et en même temps d'être entraîné. Donc, on a collaboré plusieurs années. Et avec Eric, on était vraiment sur. C'est un ancien très très grand coureur, même s'il court toujours très très bien. Mais enfin, c'est un mec voilà, qui a gagné le premier marathon du Mont Blanc, qui a un record en 2h16 sur marathon. Donc, enfin, c'est du lourd, quoi. Mhm. Et c'est un mec voilà, qui aime partager. J'ai appris beaucoup. Et il est beaucoup à l'ancienne. C'est-à-dire que lui, il croisait pas, tu vois. Il fallait pas croiser avec lui. Donc, c'était vraiment de la course à pied. Alors, un entraînement très ludique, par contre. Donc, tu t'ennuyais jamais. Et c'était beaucoup sur un travail au seuil. Donc, on était sur un travail de vitesse sur une petite période de l'année. Mais après, derrière, on était vraiment plus sur du train, du tempo. Donc, forcément, ça a engagé pas mal de kilomètres. Mhm. Tu vois, ça m'est arrivé une semaine de faire, je crois, 230 kilomètres uniquement en courant, sur du tempo. Et après, voilà, c'était des périodes forcément de développement. Après, derrière, plus souple, d'assimilation. Et c'est vrai que j'ai chopé un très très bon niveau grâce à Eric. Et c'est là où j'ai fait des bonnes places à l'Éco-Trail de Paris, où j'ai gagné quelques courses comme le Wings for Life, le Trail du Morbihan quand il était au TTN, enfin des courses comme ça. Et c'est vrai que ce volume-là, bon, ça m'avait beaucoup plu. Mais comme je le disais au tout début, j'aime bien le vélo, et puis j'aime bien croiser, parce que la course à pied, au bout d'un moment, tu passes et repasses par les mêmes endroits. Et c'est vrai que le vélo, ça aide pas mal à voir plus de paysages et tout. Mhm. Et puis derrière, quand Eric a commencé à écrire un nouveau bouquin qui est Trail bien plus qu'un livre, qui est un super bouquin pour ceux qui veulent s'intéresser à l'entraînement. Il était très pris et du coup c'est vrai que voilà, c'était plus le même coaching, donc j'ai basculé autrement et en ce moment je suis entraîné par Nicolas Lebrun qui est organicoach. Donc ça fait maintenant plusieurs mois hein, qu'on bosse ensemble. Ça va faire bientôt même un an. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'au départ, je bossais avec Organicoach sur la diététique. C'est Nicolas Lebrun Mhm. et Alexandra Borelli qui est sa compagne et qui ont créé l'entité Organicoach. Donc vraiment la démarche est simple. En gros, c'est bien s'alimenter et c'est une source, c'est un potentiel pour pouvoir s'entraîner mieux aussi, mieux récupérer, etc. Et c'est vrai que ma démarche de bien manger, de changer certaines mauvaises habitudes par de bonnes habitudes, enfin voilà, tu vois, on parle du gluten, mais surtout de manger plus de fruits, plus de légumes, varier ses aliments. Et ça correspondait bien, et surtout sur une méthode douce, donc plus sur de l'aromathérapie, de l'herboristerie, sur de la phytothérapie. Donc pour moi c'était très intéressant. Donc du coup je m'étais rapproché d'Alexandra au départ, voilà, dans cette quête d'apprendre plus sur mon alimentation et de changer pas mal de choses et j'ai vu vraiment les changements. Mhm. Et puis derrière, de fil en aiguille, j'ai demandé à Nico de pouvoir m'entraîner. Et d'ailleurs, tu as interviewé, je crois, Germain Grangier. Ouais, qu'on salue. Et d'ailleurs, on a le même entraîneur. Et d'ailleurs, c'est Germain qui m'en avait beaucoup parlé. Et c'est vrai que j'ai
j'ai passé le cap à suivre ça. En plus, Nico, voilà, c'est un athlète de haut niveau également, qui a été champion du monde de Xterra, donc Ouais. de triathlon, on va dire plus extérieur, donc avec du trail, du VTT et de la natation. Et, euh, et du coup, c'est vrai que la démarche est vraiment sympa parce que on travaille beaucoup sur la polarisation grâce au sport croisé. Donc ça passe par le vélo. Donc moi, je suis très gravel. Donc du coup, bah, je polarise en vélo. Donc pour te donner un exemple, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait 2 heures et demie dans le Ventoux. Donc je suis parti d'en bas pour aller tout en haut, redescendre activement et puis rentrer à la maison. Et puis l'après-midi, j'ai pris mon gravel pour plus tourner les jambes, faire un petit peu de volume en plus, mais sans me fracasser. Et du coup, le gravel, je trouve ça sympa parce que Le gravel, pour ceux qui connaissent pas, c'est un VTC, un vélo tout chemin, quoi, en fait. ouais, c'est ça, c'est entre le vélo de route et le VTT. Donc Mhm. ça n'a pas un engagement comme un VTT, on peut Mhm. pas passer de partout, mais sur la route, ben, il y a une meilleure inertie, donc on peut rouler un petit peu plus vite, voilà. Mhm. Mais du coup, c'est sympa, ça passe assez de partout, surtout où je suis. Donc, je peux passer dans les chemins de vigne en passant par de la route. Et du coup, ça permet un meilleur engagement aussi. Donc, voilà. Et c'est vrai que le sport croisé est hyper important pour moi parce que j'ai besoin voilà, de renouveler pas mal de choses. Donc, voilà, ben, Ça fait du bien à la tête j'aime bien. aussi. Hein? Ça fait du bien à la tête aussi de croiser. Ouais, c'est ça. Mhm. Et je trouve que le gravel, ouais, c'est pas mal parce que quand tu es en vélo de route, que tu tombes voilà, sur des pistes carrossables et que tu peux pas passer ou sinon tu es obligé de porter le vélo, bah voilà, le gravel ça permet de tracer tout droit sans se prendre la tête et je trouve ça cool et ça représente un petit peu cet esprit du trail et sinon bah voilà, je me suis mis aussi au yoga, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Donc ça me permet d'optimiser les étirements parce que j'en fais pas forcément et je vois que ça a un réel intérêt sur moi. Et après, bah, ça me permet aussi de travailler pas mal sur la respiration, sur le détachement. Donc c'est pas mal aussi. Et puis je fais pas mal de renforcement musculaire aussi. Donc ouais, j'en fais 2 à 3 fois par semaine. Donc soit avec de la charge, mais toujours en restant dynamique pour pas prendre de la masse musculaire parce que c'est pas le but. Et c'est de pouvoir être plus costaud vis-à-vis des chocs et de mieux gérer bah voilà, où je pêche quoi. Est-ce que tu peux évoquer avec nous, alors, ce que j'appelle le moment extraordinaire? C'est un jeu de mots un peu tiré par les cheveux, mais Ouais, j'ai vu, ouais. j'en suis fier. C'est un moment Bravo. unique, lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. En fait, je pense que c'est quand j'ai fait ma première CCC, donc pour rappeler, c'est Courmayeur, Champé-Chamonix. Champé-Chamonix. On peut te retrouver d'ailleurs dans un épisode de course épique avec Guillaume, que je salue. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ça a été ma première course longue, donc de 100 bornes, hein, plus de 100 bornes avec Mhm. plus de 6000 de dénivelé positif. Et pour moi, en fait, je me suis rendu compte que le sport que j'avais choisi était vraiment bah, extraordinaire. Donc, on reprend un petit peu ton jeu de mots où on se rend compte bah, du travail effectué, parce qu'on est capable de faire ça, de courir autour du Mont Blanc et de réaliser un sacré projet, peu importe le temps qu'on fait. Et en fait, c'est surtout cet état d'esprit où en fait, tu te rends compte que ton corps en fait varie, tu vois, de manière positive et négative. C'est un peu comme dans la vie, tu vois, mais en accéléré parce que tu fais ça bah, pendant plusieurs heures. Mais c'est en accéléré où tu vis avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, et au final derrière, ben si tu te pousses un peu, ben bah t'arrives à accomplir un truc assez sympa. Et et du coup, je me suis dit, ben c'est un moment quand même extraordinaire, tu vois, de se dire le corps humain, il est quand même exceptionnel. Tu as trouvé ta voie et en fait, tu as un dossard et en fait, tu fais le point sur ta vie. Tu vois, en fait, tu es avec toi, quoi, tu vois. Et je trouvais ça assez cool en me disant, ouais, bah, c'est génial, tu vois. C'est génial
et j'étais vraiment sur un flow, mais c'était magnifique. C'était bah, pour ceux qui veulent réécouter ce podcast, du coup, on parle beaucoup de la CCC, mais c'était assez magique et c'est vraiment, c'est là où ça a décuplé en fait mon envie d'aller sur du long, quoi. Mhm. Et, et voilà, donc c'est mon moment révélateur dans tout ça, quoi. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner ton plus beau souvenir de trail? Le moment où, qui t'a mis l'émotion, qui t'a mis les larmes aux yeux? Bah, le plus beau souvenir, c'est quand j'ai fait mon premier marathon du Mont Blanc. Donc là, j'étais vraiment le plus novice dans le trail, mais c'était mon premier trail, tu vois. Enfin, après, j'avais fait des trails un peu, tu vois, lyonnais, mais sans que ce soit très technique. Mhm. Même si certains diront que le marathon du Mont Blanc, et je les rejoins, c'est pas la course la plus technique, mais en fait, c'était quand même un challenge, tu vois. T'avais les plus grands coureurs du monde qui étaient là et tout. Et moi, j'étais sur la ligne de départ à me demander ce qui se passait, tu vois. Et c'était quand même c'était un challenge pour moi. Et en fait, j'ai partagé ça avec un couple d'amis et avec ma compagne. Et c'est vrai que bah, la course s'est super bien passée aussi. Et, euh, et en fait, le moment de l'arrivée avec ma compagne où bah, je suis allé vraiment au-delà de moi-même, c'était un accomplissement. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'était un super moment. C'était mon premier trail. C'était la veille, tu vois, il avait fait dégueulasse sur le 90 du Mont Blanc. Enfin, la course, on savait pas ce qu'il allait se passer, tu vois. Et au final, on a eu grand beau. J'avais quasi les larmes aux yeux quand je regardais le Mont Blanc sur ma gauche, tu vois, à l'aiguillette des Posettes, enfin, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, là, t'as vraiment trouvé ton sport, quoi, tu vois. Mhm. Tu te satisfais de peu, en fait, et c'est ça qui est cool. Et tu vois, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit avant. C'est sur l'alimentation, la façon d'être, le mode de vie, etc. Et se satisfaire de peu, bah ça va avec ça, tu vois. Et là, en fait, j'avais juste un dossard, tu vois. Mais j'étais dans un endroit magnifique. Je savais pas de quoi aller se faire la suite, tu vois. Mais et puis après, on a partagé ça avec plein de monde, avec les concurrents, avec, tu vois, cette année-là, c'est Jornet qui gagne. Et puis là, enfin, tu vois, c'était un moment vraiment magique et c'est vrai que cette course, elle me tient à cœur. D'ailleurs, bah, j'ai envie de la refaire en 2021. Je l'ai faite maintenant 3 ou 4 fois, je sais plus. Mais, euh, mais pareil, tu vois, quelques années après, bah, j'ai repassé la ligne d'arrivée avec ma fille dans les bras, tu vois. C'est un instant magique et c'est vrai que ce premier marathon du Mont Blanc, pour moi, c'est celui qui me marquera le plus parce que sur l'intensité de la course, sur l'intensité à l'arrivée avec tes proches à partager dans le bon sens. Et c'est vrai que c'était une course vraiment magnifique et je la conseille vraiment à tout le monde. Très bien. Voilà. Parfait. A contrario, sans transition ou légère, est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir de trail? Bah, ça a été une CCC où j'avais vraiment bah, manqué d'humilité sur ma façon de courir, où j'ai couru bêtement et ouais, sans humilité, en doublant les gens, en- sans penser à moi, en gros, sans me dire, ouais, fais gaffe, tu vois, tu vas un peu trop vite et tout, et en fait, T'étais pas sur bah, tes sensations, quoi. ouais, pas sur mes sensations, puis même, c'était pas de l'arrogance, hein, mais après, voilà, il y a un manque d'humilité et qui correspond pas du tout à ce sport-là, tu vois. Mhm. Donc, du coup, bah, j'ai payé les pots cassés peu de temps après, tu vois, en finissant avec des crampes et tout, donc j'ai pas pu finir la course. Et je suis vraiment un échec, tu vois. Donc, pour moi, j'ai passé une super belle CCC, comme on en a parlé juste avant, Ouais. mais j'en ai passé une très mauvaise aussi. Donc du coup, pour moi,
faut faire les comptes et prendre le départ, tu vois, en 2021 aussi, quoi. Je pense que 2021, c'est quand même l'année aussi. Tu sais, c'est un peu le bilan comptable de tout, Mhm. tu vois, sur plusieurs années. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en as retiré de ces mauvais souvenirs, en premier lieu? Bah déjà, il y a ça, ce manque d'humilité, cette façon aussi de ne pas réfléchir, tu vois. La course de longue distance, il faut quand même réfléchir, faut savoir poser, faut savoir aussi encaisser quand il y a des moments moins bien. Euh, voilà, faut savoir se remettre en question. Et tout ça, je pense que je l'avais oublié. Et, euh, et voilà, après, il y a aussi l'entraînement qui va en amont, des mois et des mois avant. Donc voilà, il y a le job à faire avant, que ce soit en entraînement, en alimentation, mentalement, psychologiquement. Donc voilà. Et je pense que Il faut arriver avec toutes les cartes de son côté, c'est ça que tu en as retiré, quoi. ouais, c'est ça, Mhm. c'est ça. Et faut faire, ouais, voilà, faut faire, c'est un bilan quoi. Et c'est ça qui est ultra intéressant. Et je pense que d'avoir cette rigueur-là, elle te suit aussi dans ce que tu fais aussi tout au long de ta vie. Et c'est ça qui est important quoi. Voilà. Comment tu vois, tu en as parlé légèrement tout à l'heure, mais comment tu vois l'année 2021 sportivement? Bon, sincèrement, je pense que bon, les courses dans la quasi première partie de l'année seront annulées, tu vois. Enfin, je me dis ça pour pas être dégoûté comme je l'ai été, tu vois, où j'ai été frustré par le manque de dossard. J'ai eu de la chance en début d'année 2020 de faire deux courses, une à Hong Kong et une en Arabie Saoudite. Et derrière, ne plus rien faire dessus alors que j'étais super bien lancé. Je devais faire le marathon des sables, ben, faire de très belles courses aussi à côté, le Mozartsan en Autriche, enfin, Lavaredo, CCC, 6000D. Et du coup, tout ça, ça a été annulé. La Transrockies aussi aux États-Unis. Et je me dis que, ouais, je pense que l'année va être compliquée, là, tu vois, avec ce que tu entends autour. Là, on sait qu'il va y avoir un conseil scientifique encore qui va être mis en avant. Donc je me dis que voilà, pour certaines courses, c'est vraiment compliqué parce que en amont, il faut pouvoir s'organiser, gérer les sponsors, gérer les dossards. Des fois, c'est plus simple d'annuler une course. Donc je me dis que voilà, la première partie de saison va sûrement être annulée. Donc au lieu de ronger son frein, je me dis bah voilà, faut anticiper, faire des choses assez cool, les partager et puis aller. Bah, le but c'est aussi le dépassement de soi. Donc moi de mon côté, je m'imagine plus des trips perso et collectifs. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout début janvier. Et puis après, en amener d'autres par la suite et partager ça. J'ai envie de mettre en avant une sorte de web série, tu vois, sur ma Ouais, chaîne YouTube. j'ai vu ça récemment sur les réseaux, ouais. Ouais, dessus, bah, je vais faire une sorte de série, tu vois, euh, où je vais mettre en avant bah, des trips perso, mais surtout collectifs, où je fais intervenir les gens que j'entraîne, parce qu'ils le méritent, parce que bah, comme pas mal de gens, bah, voilà, ils avaient des objectifs, ils ont pas pu les faire, ils n'ont pas pu honorer les entraînements, la rigueur qu'ils ont mis en avant, donc du coup, bah, j'ai envie de les récompenser par rapport à ça et de faire des mini-séries parce que chacun a un profil atypique. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, il y en a enfin, physiquement, alors que d'autres sont plus forts mentalement. Et c'est un groupe avec un niveau hétérogène, mais une mentalité homogène où il y a beaucoup de positifs. Et ce positif, je pense qu'il est à partager. Donc pour ceux qui perdent le moral, ben voilà, mon but c'est de faire un truc assez sympa. Donc, bah, je me suis entouré de personnes qualifiées, comme à chaque fois qu'il faut entreprendre un truc bah, bien. Donc, on a un super vidéaste, un Avec super photographe. Simon Duguay, non? Simon Duguay, je crois, j'ai vu. Ouais, exactement. Qu'on salue. Et Damien Rousseau, donc Mhm. grosse photo pour les photos. Mhm. Et on va faire
un truc cool, voilà, que ce soit urbain, à vélo, à pied, et que Sous quelle fréquence de diffusion? euh, on va essayer tous les 2-3 mois, ce sera pas mal. D'accord. Et ce sera un format vidéo de combien de temps à peu près? Bah, en fait, comme j'ai vraiment envie de créer une histoire, ce sera entre 10 et 15 minutes à chaque fois, Ouais. parce que je veux faire un truc vraiment cool. Et voilà, donc ça peut être, tu vois, sur un mode urbain, ça peut être autour du Mont Blanc, ça peut être à vélo, en gravel. Il y a pas mal de choses qu'on va faire. Et moi, mon but, c'est de donner du positif, tu vois, même à des gens qui sont pas forcément sportifs, et à se dire, ouah, c'est cool les mecs qui font ça, bah voilà, pendant 10-15 minutes, tu vois, on les a peut-être un petit peu motivés, tu Mhm. vois, à certaines choses, en se disant, bah voilà, c'est pas terrible ce qui se passe, tu vois, ici, enfin dans le monde. Bah écoute, voilà, on vous a donné peut-être quelques minutes, voilà, qui vous ont fait penser à autre chose. Et pour moi, voilà, l'intérêt, c'est de faire ça, sportif ou non sportif, quoi. Très bien. Euh, on guette avec attention cette web série, donc tu l'appelleras comment? Bah, il n'y a pas Il n'y forcément aura de pas de nom. nom. Je pense que Sur ta chaîne le nom, YouTube. ce sera plus, tu vois, vis-à-vis de l'épisode, tu vois. D'accord. Le premier, ce sera s'adapter. S'adapter, je pense que c'est le mot qu'on a le plus ressorti, tu vois. S'adapter, on s'adapte. Ben, il y a un confinement, ben, on s'adapte. C'est clair. Euh, Il y en a les même besoin. confinements partiels, on s'adapte. Mhm. Là, couvre-feu, on s'adapte. Ben voilà, ce sera pareil, parce que du Mhm. coup, ce sera tout début janvier. Donc, je sais pas quand le podcast sera publié, mais bah, allez regarder ce qu'on Il a fait. sortira après mi-février. Ouais. Ouais, bah écoute, ce sera à peu près à ce moment-là, je pense, le temps de, Mhm. de monter, etc. Mais voilà, Très bien. allez On suit suivre ça nos avec intérêt. aventures. Super. J'aimerais passer au sujet de ta marque I Am Woodstock. Alors, je ne sais pas comment tu le prononces, I Am Ouais, c'est ça, Woodstock. tu l'as bien dit, Voilà. bravo. Que tu as lancé en 2018, c'est une marque sportswear, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette marque et dans quelles conditions tu l'as lancée, s'il te plaît? Bah écoute, moi je suis parti du jeu de mots, bah, Woodstock pour Woodstock, forcément. Mhm. En fait, moi, voilà, c'est le côté un petit peu engagé, mais sans se prendre la tête. Donc au départ, on a commencé la marque simplement, tu vois, avec un t-shirt et une casquette, parce que on n'avait pas une trésorerie importante, donc on a commencé comme ça. Après, il y a des gens, c'est vrai, qui se sont sentis vraiment concernés, donc ça, c'était vraiment cool. Donc on a élargi la gamme. Et puis, on l'a appelé I Am Woodstock, donc c'est pour vraiment montrer qu'on est encore plus concerné par le jeu de mots, tu vois. Donc I Am Woodstock. Et derrière, voilà, je me suis dit, ben, autant faire bah, du sport, mais aussi faire du lifestyle bah, voilà, pour impliquer encore plus de gens, parce que t'es pas obligé de courir. Enfin, faut juste se sentir concerné par rapport à tout ce qu'on a dit ben, dans le podcast aujourd'hui. Donc je me suis dit, bah, cette marque, voilà, c'est pas Johan Stuck, quoi. Voilà, c'est une façon d'être, c'est une façon, voilà, d'être concerné là-dedans. Et du coup, tout ce dont on vient de parler, voilà, de ce que je mets en avant, de ma façon de voir les choses, d'être actif, de consommer de manière plus raisonnée, d'être éco-responsable, bah, ça rentre là-dedans. Et, euh, et du coup, la nouvelle démarche maintenant, c'est bah, de rentrer dans un côté plus responsable. Donc, on a commencé à faire des collabs avec du Made in France. Après, ben, j'ai rencontré d'autres marques qui étaient encore plus poussées, où on fait des t-shirts techniques en fibre de hêtre, tu vois. Donc, Mhm. on pousse encore le côté plus loin, où on sait d'où vient bah, le hêtre, tu vois, il vient d'Autriche, par exemple. La teinture est italienne, c'est fabriqué en France. On fait travailler voilà l'artisanat français, c'est pas loin de Lyon. Donc voilà, donc le but est de rentrer là-dedans. Forcément, ça a des coûts, c'est moins de marge si on parle comme
quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Donc, comme on gagne moins d'argent, on y va beaucoup plus petit à petit. On essaye aussi d'être revendu dans des boutiques partenaires. Donc, on essaye de les défendre, tu vois. Mhm. On a aussi une éthique où, dedans, vu qu'on fait plus de marge contrairement à nos revendeurs, on pourrait se permettre de casser les prix. Mais non, tu vois, nous, les Black Friday, bah écoute, le post qu'on a fait sur nos réseaux sociaux, bah, on a fait une photo noire parce qu'on défend les valeurs voilà, de nos revendeurs. On n'est pas là, on défend nos fabricants, nos revendeurs, nos commerçants français. Donc voilà, je savais pas comment faire, mais moi je voulais carrément fermer notre e-shop, tu vois, sur ce jour-là, parce que voilà, on est contre ça. Donc c'est toute une éthique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, ouais, c'est pas du made in France, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais au final, après, c'est la façon d'être qui est la plus importante. Nous, on veut pas rentrer dans du greenwashing comme beaucoup font. Ça, c'est clair. Après, voilà, derrière, on fait du coton bio, on fait du lifestyle, où on essaye de mettre en avant, voilà, cette façon de penser. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif hein, pour se sentir dans notre marque, de se sentir concerné. Enfin voilà, donc on, on monte petit à petit, on essaye. Enfin voilà, pour être 100% franc, moi je gagne pas ma vie grâce à Yamousstock, mais c'est plus voilà une façon de revendiquer ce que je pense et les gens qui m'accompagnent, comme m'accompagnent, voilà, vivent ce projet. Et puis voilà, pour te donner un exemple, c'est elle qui a travaillé énormément qui a travaillé, je pense, quasi à 100% sur la prochaine collection. Mais du coup, voilà, on partage. Là, on est en train de travailler sur le recrutement d'ambassadeurs, où il y a eu une belle ferveur là-dessus. Voilà. Donc, c'est un mode de vie, c'est un groupe, c'est un crew, c'est une tribu. Voilà. Une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire et je pense que c'est tout le début. Après, quand tu cours à côté, que tu suis des gens, que tu as une marque, que tu réponds à pas mal de sollicitations, ça va un peu dans tous les sens. Mais voilà, maintenant, 2020, je le redis, ça a été une époque, une année charnière. Ça a paru une année super longue. On aurait cru qu'il s'est passé 2 ou 3 ans, mais C'est clair. c'est euh, c'est une période importante et il faut vraiment tirer le positif. Et du coup, voilà, à Yamousstock, je m'en sers et j'ai envie de le mettre en avant pour 2021 et de façon plus cadrée, organisée, de vraiment mettre en avant ça parce que, bon, il y a le nom, ok, que j'associe au mien, mais derrière, je veux vraiment l'associer à une communauté. Mhm. Donc voilà. Très bien. Bon, ben, félicitations pour cette marque et je t'avoue, je trahis un secret. Merci. C'est un de mes rêves un jour d'avoir une marque de fringues un peu comme la tienne et je suis admiratif du boulot que vous faites et notamment, comme tu disais, en termes de communauté, c'est juste impressionnant de voir à quel point vous êtes suivi, quoi. Bah écoute, c'est cool, merci, mais bon, après, tu vois, tu as une très belle histoire et je pense que il est jamais trop tard, hein, C'est pour clair. ce que je répète. Peut-être un jour. Tout à l'heure, on en a parlé. J'aimerais juste, parce que j'ai vu que sur ton blog, ça te tenait beaucoup à cœur. On va pas trop s'étaler sur le sujet parce qu'on en a quand même parlé pas mal tout à l'heure en termes d'alimentation. Tu t'es lancé dans une diète cétogène. Est-ce que tu peux nous parler de cet épisode-là? Bah écoute, ouais, et je trouve ça cool de pouvoir en parler. Euh, donc pour revenir encore à 2020, on peut en parler longtemps et longtemps. Alors moi, j'ai vu un truc à la télé qui m'a fait rire où euh, j'ai appris que la consommation d'alcool avait baissé chez les Français. Et pour moi, c'était plutôt l'inverse, Ouais, tu j'avais vois. l'impression aussi que Donc, c'était du l'inverse. coup, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, ouh là là, c'est peut-être pas bon, tu vois. Il y a que toi qui as bu. Mais je me suis rendu compte que, en questionnant mon entourage, j'étais pas le seul. Mais bon, après, du coup, je vais pas me satisfaire de me dire les autres boivent, donc je peux continuer de boire. Non, au contraire.
Ouais, j'ai vu que j'avais pris du poids un petit peu. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ouais, bon, après, l'alcool, tu vois, ça acidifie le corps, enfin voilà, sur l'organisme. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être faire un reset, tu vois. Et je suis accompagné enfin là, on va vraiment lancer quelque chose en 2021 avec une aromathèque où je commence à être formé sur l'aromathérapie et sur d'autres choses. Et c'est vrai que la diète cétogène m'avait vraiment intéressé parce que j'ai vu que certains athlètes en parlaient. Tu peux le définir en Donc quelques je me mots ce qu'est la diète cétogène? ouais, bah du coup le régime cétogène, c'est pas la diminution, mais c'est d'enlever totalement tous les glucides dans vos aliments, donc dans votre façon de consommer. Donc les glucides, à savoir, donc déjà il y en a certains qui pensent que ce sont que les sucres, enfin les bonbons, les chocolateries, voire les féculents, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que pour donner un réel exemple, je ne devais pas consommer plus de 20 grammes de glucides par jour. Euh, pour vous donner un exemple, un Kinder par exemple, une barre Kinder, on va dire, les barres que tout le monde connaît, ça c'était plus d'un tiers de ma consommation de sucre pour la journée. Donc ça veut dire que derrière, si je mangeais ça, genre en gros, si je mangeais 3 barres Kinder, je devais plus manger de glucides de toute la journée. Donc ça passait soit par des protéines ou des lipides, donc de la graisse. Donc c'était assez compliqué. Donc le but c'était de baisser tous ces sucres et pour travailler sur un inversement, on va dire métabolique, pour que mon corps en fait utilise plus la graisse que les sucres. Donc c'est assez compliqué quand même de se rendre compte de la chose, mais euh, voilà, mon but c'était de bannir un petit peu tous les sucres et de faire un reset un petit peu sur des mauvaises habitudes que j'avais repris. Donc l'alcool forcément, parce que l'alcool c'est du sucre. Quand on consomme de l'alcool, ben, il y a un phénomène qui se fait où ben, l'alcool transformé par le foie, ben, c'est du sucre. Donc voilà, voilà, je voulais voir ce que ça donnait et me rendre compte un petit peu, comme je me lance beaucoup dans l'alimentation, je voulais voir, enfin c'était de me tester quoi, c'était un petit peu faire un peu comme faisaient les savants où ils se testaient un petit peu sur eux et j'ai voulu faire ça sur moi. J'avais déjà essayé, ça avait été très compliqué. Et là, bon, j'étais un petit peu plus motivé. Et comme j'étais très motivé pour faire un reset, je me suis dit, faut le faire pendant la période des fêtes, tu vois. Et du coup, je l'ai fait un petit peu avant le mois de décembre en me disant, bon, bah déjà, la première chose, c'est que j'arrête l'alcool. Donc, j'ai arrêté totalement parce que un verre d'alcool, ben, c'est le taux de sucre supérieur par rapport à ce que tu peux prendre la journée. Et puis du coup, je me suis intéressé aux aliments que je pouvais consommer et en étant quand même un petit peu accompagné par l'aromathèque dont je viens de parler. Parce qu'il y a une personne qui est spécialiste en fait dans le jeûne et dans le régime cétogène. Après, je voulais voir aussi comment le lier en fait à l'entraînement. Parce que mon but était de ne pas baisser en entraînement et de rien faire. Donc c'était de voir comment je pouvais fonctionner. Alors je me suis rendu compte, enfin en regardant un petit peu, comme tu es en manque de comme tu es en manque de sucre, il faut pas monter trop dans les tours parce que voilà pour résumer en gros pour ceux qui connaissent pas, quand on monte dans les tours, donc quand le cardio monte assez haut, donc le corps va plus puiser dans les sucres que dans les graisses. Après dans un cardio un petit peu plus bas, comme quand on fait du vélo par exemple, euh, le corps va plus puiser dans les graisses que dans les Que dans sucres. les sucres. Donc là on est plus dans un travail lipidique. Euh,
c'est pour ça que on a beaucoup de coureurs cyclistes comme Chris Froome, Romain Bardet qui sont très maigres, hein, Mhm. parce que là on peut pas dire qu'ils sont fins, mais qu'ils sont maigres. Ils font un régime low carb. Donc le low carb, c'est quelque chose qui est similaire au cétogène, sauf que on autorise un petit peu plus de glucides. Donc là, ça va entre 150 à 200, Mhm. contrairement à 20 sur le cétogène. Donc je voulais voir quand même ce que c'était. Donc en collaboration avec Nicolas Lebrun, mon entraîneur, donc on a travaillé plus à 80%. Donc pour ne 80% donc de ma fréquence, on va dire max. Donc on a travaillé plus en dessous, donc plus en volume, en endurance, pour voir ce que ça allait donner. Et c'est vrai que j'étais rapidement très très fatigué, par contre très léger. Donc il y avait des plus, des moins à relever. Donc en faisant du sport, ça met beaucoup plus de temps que sur un régime cétogène classique où on fait pas 20 heures de sport par semaine. Donc là, c'est venu quand même 15 jours après. Donc les 15 jours ont été quand même assez durs. Mais je voulais faire un reset, donc j'avais une énorme motivation là-dessus. Donc sans alcool, sans sucre. Donc ça veut dire sans sucre, c'est plus de féculents, plus de fruits, plus de légumes tels que les carottes, les navets, tout ce qui vient de la terre, les tomates. Donc c'était assez compliqué, donc c'était plus des légumes verts. Par contre, donc pour gérer tout ça, il fallait mettre des protéines, mais pour ne pas rentrer dans un régime Dukan, donc qui est un régime hyper protéiné, et pour gérer bah, aussi, si on prend que de la protéine, bah, forcément on acidifie énormément le corps. Il faut manger beaucoup de légumes verts avec pas mal de sels minéraux, enfin, Mhm. de plein de choses qui va avec. Et en gros, la loi numéro 1, enfin la règle numéro 1, c'est remplacer les glucides par des graisses. Donc j'ai de la chance d'être originaire du sud, donc j'ai remplacé ça par des huiles et pas par du beurre, parce que si un breton fait ça, il mettrait du beurre salé dans tous ses plats, même s'ils le font déjà. Mais, Je mais du confirme. coup, ouais, c'était assez complexe, c'était assez goûtu quand même, mais du coup, bon, c'était très intéressant. J'ai fait 2 articles sur mon site internet qui s'appelle On-Off, et après l'autre, c'est le l'eau vers le flow. Donc je vous laisse aller lire ça. Et là, je vais faire le troisième article pour faire un petit peu la synthèse de là-dessus, les pour, les moins, enfin la thèse, antithèse, synthèse, et avec une belle conclusion dessus. C'était très intéressant. Et alors c'est très compliqué, et c'est C'était un le test but. en fait, ou c'était quelque chose que tu voulais uniquement tester, ou c'était quelque chose que tu voulais mettre sur le long terme? Non, non, non. Le but après, c'était de partir bah, sur du low carb, donc sur bah, l'absence de féculents, ou en rajouter un petit peu, tu vois, manger quelques pommes de terre, enlever le gluten aussi, notamment, parce que moi je vois que je réagis mal au gluten. Alors Mhm. c'est pas, je dis pas que je suis allergique, mais vis-à-vis de la sollicitation que je donne à mon corps, le gluten, bah, il est beaucoup moins assimilable parce que voilà, c'est gastriquement, enfin, on va dire vis-à-vis de la paroi intestinale, etc. C'est vrai que le sans gluten, ça aide beaucoup. Donc après, boire une bière, j'irai en boire, enfin, tu vois, mais le diminuer, voilà, quasi à zéro. Et le but, voilà, c'est de faire un reset, c'était d'alléger un petit peu, voilà, tout ce qui était estomac, intestin, voilà, de faire un reset là-dessus, et surtout de voir ce que donnait l'absence de sucre. Et tu vois, j'ai mis beaucoup l'accent là-dessus pendant le podcast, sur le sucre. Mhm. On a parlé de la clope, de l'alcool, du sucre. Pour moi, sincèrement, le sucre est plus néfaste et plus addictif que la clope ou l'alcool, tu vois. Parce que c'est quand même quelque chose où on en a dans tous nos plats. Et c'est vrai que quand tu enlèves tout, alors c'est pas parce que ton corps en a besoin, si il en a besoin au départ, mais comme j'en parlais brièvement tout à l'heure, il y a un inversement métabolique qui se fait, donc le corps il s'adapte très vite. Et c'est là que c'est ultra intéressant, et on en parlait aussi que voilà,
j'adore voir ce qui se passe sur moi, bah, que ce soit de façon à changer mon alimentation, mais aussi dans le sport où le mental change, etc. Donc le mental, c'est le cerveau, enfin, toutes ces choses-là communiquent et je voulais voir exactement où on en était. Et c'est vrai que j'ai eu cet inversement, donc mon corps s'est adapté, et j'ai pu faire des 20 heures par semaine sans consommer de sucre, donc c'est possible de le faire. Je ne pouvais pas monter dans les tours, forcément. Mais j'ai vu cette dépendance au sucre et c'était ouf, hein. J'ai eu, tu vois, quand je faisais du home trainer, des fois sur des sorties longues assez cool, en me mettant des séries ou des films et que je voyais des desserts alors que je suis pas du tout sucré et être là à me dire, putain, j'aurais bouffé cette tarte aux pommes et tout, alors que je suis pas du tout sucré, et je suis pas fan de dessert. Tu dis, waouh, la dépendance que t'as, c'est ouf, quoi, tu vois. Ouais. Et c'était ultra intéressant parce que du coup, derrière, je suis allé pousser un petit peu plus les choses, à regarder, à me documenter. Et c'est vrai que, voilà, tu dis, tu as une dépendance totale. Enfin, c'est tout simple, hein. Tu sais, quand on voit un nourrisson qui est pas bien, la première chose qu'on te dit, bah, mettez-lui de l'eau sucrée pour que ça aille mieux. Généralement, il réagit bien, hein. Mhm. Et tu vois, le sucre, déjà, dès quand on est petit, on sait même pas à quoi ça ressemble. Bah, tu dis, voilà, c'est pas bon, tu vois. Et, et voilà, donc ça m'a beaucoup intéressé. Alors après, je suis pas sur l'anti-sucre, hein. Tu vois, là, donc j'ai rechangé, j'ai fait 4 semaines de cétogène et c'était très intéressant, mais après, c'était très frustrant. Pas parce que je ne pouvais pas manger ce que je voulais, mais vis-à-vis de mes entraînements, parce que je pouvais pas pousser comme je voulais, j'avais pas la force nécessaire, même si j'arrivais à faire 2 heures à 15 à l'heure, mais j'encaissais un peu le coup, tu vois. Enfin, Mhm. j'étais pas comme avant. Par contre, voilà, il y a certaines choses qui étaient très positives. Tu vois, dans les descentes, par exemple, en trail, ben, j'ai jamais eu le niveau que j'ai eu grâce au cétogène, parce que j'étais léger, j'ai perdu du poids. Donc maintenant, je suis plus dans une phase low carb où en fait, je vais consommer des féculents parce que mon corps en a besoin. Voilà. Donc je vais beaucoup Mhm. plus m'écouter et je vais dans cette démarche-là. Et voilà, en mangeant beaucoup plus de fruits et de légumes cuits, crus, en mélangeant, en cuisinant, en me faisant plaisir, en découvrant des saveurs. Et voilà, le but était de basculer là-dessus et voilà, c'était dans cette démarche-là et surtout de la partager. Donc de partager le côté bah, sucre dont on vient de parler, mais aussi de voir aussi euh, la manière dans laquelle je me suis documenté pour prendre des expériences où tu as des gens qui vont te parler du cétogène et en fait, bah, c'est pas forcément vrai ce qu'ils disent et ils sont là pour montrer l'exemple. Alors moi, je suis pas là pour montrer l'exemple parce que je vais pas donner de conseils, parce que il faut être bien entouré Voilà, et là, j'allais dire, c'est le seul il faut conseil qu'on peut entouré. donner, c'est d'être bien entouré et de pas le faire tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Et il faut pas aussi, ce qui est important, c'est de ne pas faire subir ça à son entourage. Mhm. Moi, par exemple, bah, ma compagne et ma fille ont mangé comme elles mangeaient normalement. Je l'ai pas imposé, je mangeais avec elles. Voilà, après, voilà, je puisais, en fait, je piochais dans ce que je devais manger. Et puis voilà, après, j'ai la chance aussi que ma compagne accepte voilà, cette démarche. Et ça, c'était vraiment très positif parce que voilà, il faut aussi, si quelqu'un a envie de démarrer ça, il faut en parler au préalable et pas le démarrer comme ça. Il faut C'est être clair, préparé. c'est clair. Mais voilà, donc c'était intéressant. Et puis du coup, je veux mettre aussi en avant voilà, des personnes un peu en disant bah, moi je fais du cétogène, je fais ci, je fais ça. Et au final, c'est pas très bon parce que on dit bah, manger du gras et des protéines, tu vois, en fait, c'est ça hein, la démarche du cétogène, bannir les glucides. Donc moi je vois des gens, ils se font un steak avec du beurre cuit par-dessus, du fromage, etc. C'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Il faut aussi choisir ses aliments, manger de saison. Donc bah là, on mangeait pas mal de choux. Ou oui, forcément, je me suis fait plaisir en mangeant bah, plus de fromage parce que j'en mangeais pratiquement pas avant. Mais voilà, mettre de bonnes huiles, varier les huiles, mettre en avant des omégas, etc. Enfin, voilà, il fallait bien gérer là-dessus. Ou
j'allais plus manger des poissons gras, des petits poissons gras, que de me faire un tartare avec un jaune d'œuf et de l'huile d'olive, tu vois. Mhm. Donc, il faut faire attention aussi, voilà, Au choix des je aliments. voulais aussi un petit peu casser les codes vis-à-vis de ce cétogène parce que je me suis rendu compte que bah, c'était pas voulu, mais il y en avait certains, c'était une sorte d'effet de mode, Mhm. comme l'a été le régime du camp à un moment. Voilà, c'est pas bon pour la santé. Donc moi, le but c'est de faire ça, c'était que ce soit bon pour ma santé, parce que c'était pour faire un reset mentalement, mais aussi que ce soit aussi bon, voilà, dans ce que j'entreprends. Et maintenant, bah voilà, je suis parti plus sur du low carb. Et voilà, bah, si j'ai envie de manger des féculents, bah, j'en mangerai. Mais voilà, c'est plus de mettre en avant les fruits et légumes en mangeant de la viande, de la bonne viande, parce que je suis pas là à défendre, tu vois, à être végétarien, etc. Parce que dès que tu parles de faire des diètes comme ça, bah, forcément des gens font des généralités. Non, tu vois, mais c'est de consommer bah, une viande, tu sais d'où elle vient, bah, tu la prends, tu la consommes pas, tu vois, contrairement au McDo comme on en parlait. Mais voilà, de manger bah, voilà, de la bonne volaille, bah, du bon canard gras, c'est bon pour la santé. Voilà, de bonnes huiles. Et voilà, le gras c'est la vie et c'est vrai. C'est clair. Très bien, on a compris la teneur de ton projet. Je te laisserai faire un mix et un montage C'est pour clair, tout ça. c'est clair. Je vais changer complètement de sujet, Johan. On peut considérer aujourd'hui que tu es, alors je ne sais pas comment tu vas prendre le terme et si, comment tu te positionnes par rapport à ce terme, mais un influenceur sur les réseaux sociaux. Tu es suivi par énormément de personnes et tu as beaucoup d'influence, hein, c'est de là que vient le terme. Comment tu te positionnes par rapport à ce rôle et à cette manière de communiquer qui est de plus en plus présente aujourd'hui, notamment commercialement et au niveau de la communication? Bah, en fait, si tu veux, le terme d'influenceur, au début, j'avais pas trop aimé parce que tu vois, au départ, quand j'ai commencé, bah voilà, je faisais des résultats, etc. Je montais bien en puissance, donc voilà, tu vois, on disait, bah il y a eu un stuck sur la course et tout, c'était cool. Et après, derrière, j'ai utilisé les réseaux sociaux parce que je me suis dit que c'était intéressant d'utiliser ma vie d'avant et ma vie de maintenant, ce changement, ce nouveau mode de vie, tu vois, et je trouvais ça intéressant de le mettre sur les réseaux sociaux. Et puis, comme on a pu le découvrir, voilà, moi je suis vraiment dans ce côté collectif à partager, et du coup, bah, les réseaux sociaux, pour moi, c'est le meilleur outil. Et maintenant, en fait, le côté influenceur, bah, c'est pas du tout péjoratif, quoi. Moi, je trouve que c'est cool d'être vu comme influenceur, parce que tu dis, c'est important, tu vois. Donc, ok, bah, je suis un hyperactif influenceur, tu vois. On va partir là-dessus, de ce principe-là, et j'adhère totalement parce que d'être influenceur, ça veut dire que tu partages, tu peux faire de bons résultats, t'aides les gens, tu vois. Et à côté, moi, je vois d'autres personnes, bon, qui peuvent avoir un meilleur niveau que moi en course à pied, mais du coup, bah, ils sont sportifs, tu vois. Et tu vois, la course à pied, c'est tellement éphémère. À un bon niveau, c'est tellement éphémère parce que bah, tu peux pas forcément perdurer des années, des années. Tu peux avoir un pépin physique qui peut t'arriver au dernier moment, et au final, derrière, bah, t'auras rien partagé, t'auras juste regardé ton nombril, tu vois, et au final, t'auras dit, ouais, bah là, j'étais vraiment fort, tu vois, et en fait, tu vas passer dans quelques années pour le vieux aigri en disant, ah, moi, tu vois, j'ai gagné telle course, j'ai fait tel ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et au final, tu vas être pas le vieux aigri, mais le vieux relou, tu vois. Mhm. Et moi, je veux pas devenir ça. Je veux devenir une personne, voilà, bah, qui est influente, ok, tu vois, et qui a partagé son expérience. Après, bah, tu vois, je serai jamais champion du monde, et au final, je veux pas le devenir, même si, oui, je donne le meilleur de moi-même sur les entraînements, contrairement à certaines personnes, tu vois, qu'elles peuvent penser le contraire. Mais je me fais mal à l'entraînement, tu vois. Je me fais mal moralement. C'est du travail d'être influenceur, tu vois.
Et, euh, et ouais, je passe pas autant de temps sur les réseaux sociaux qu'à l'entraînement, mais c'est un énorme travail. Enfin, ma compagne, elle rigolait quand je lui disais, bah, je travaille, tu vois, quand je suis sur Instagram. Mais oui, je travaille. Enfin, je prépare un truc, je regarde ce qui se passe, j'essaye d'être présent, de répondre aux gens qui m'envoient des messages, j'essaye d'être proche, j'essaye de commenter certaines choses. Bah, des fois, je mets mon grain de sel, des fois, voilà, des fois, je fais le troll, des fois, je vais encourager, des fois, voilà, je vais dire à une personne, bah, c'est bien, t'as arrêté de fumer, continue, tu vois. Je vais donner de ma personne et je donne de ma personne, bah, à l'entraînement, d'un côté virtuel, mais aussi bien sur les courses quand je vois certains gens qui me disent, bah, voilà, c'est cool ce que tu fais. Et pour moi, c'est ça, d'être influenceur, c'est ça, et je trouve ça cool. Après, bah, tu as une autre source d'influence. Il y en a où j'adhère, d'autres j'adhère pas, tu vois, sur les réseaux sociaux. Mais tu as certaines personnes pour moi qui sont importantes sur les réseaux sociaux, qui sont pas forcément là à faire de gros résultats, mais elles apportent. Et le but, c'est quoi? C'est de monter sur la première marche du podium ou d'apporter à quelqu'un, sincèrement, tu vois. Enfin, je sais pas, enfin, il y a des gens, tu sais, ils sont les meilleurs en ce moment, mais ils seront vite oubliés et c'est dommage parce qu'ils ont tellement apporté et que, bah, du coup, on retiendra rien d'eux ou sauf ceux qui étaient là à cette période-là, quoi. Et ben, moi, je veux pas faire partie de ce cas-là, je veux être là à perdurer, ben, à faire des résultats, mais aussi à perdurer, à donner de mon expérience, autant à 70 ans, si je peux pas être le vieux relou, mais être le vieux à donner des conseils, tu vois, bah c'est cool, quoi, tu vois. Il y a des gens comme Mike Horn, alors après, j'adhère pas à la personne, mais les mecs, ils ont fait des trucs de fou, mais derrière, ils savent partager, tu vois. Et ça, c'est super cool. Après, t'as d'autres personnes, enfin, je les citerai pas, mais s'ils écoutent, mais bon, ils écouteront pas mon podcast. Mais après, voilà, il y en a certains, tu dis, franchement, tu sers à rien, tu vois. T'es des influenceurs, tu vois. Donc, et au contraire, tu mets pas en avant notre sport parce qu'on a un sport qui est vraiment cool euh, et il faut vraiment le mettre en avant parce que, tu vois, 2020, on est revenu aux origines du trail. Début 2021, c'est un peu ça et du coup, c'est pour ça que je veux lancer une web série. C'est d'où on vient, tu vois. Mhm. Rappelle-toi d'où tu viens et puis voilà. Et surtout, faut pas oublier qu'aujourd'hui, le commerce notamment, c'est un business aussi. Ça peut te permettre de construire un business avec des bases solides, avec une communauté importante. Lancer, par exemple, je reviens à ton exemple, mais lancer I Am Woodstock avec ta communauté qui a été générée par les réseaux sociaux, c'est pas comme lancer I Am Woodstock en partant de rien, quoi. Exactement. Puis c'est surtout bah, de rentrer dans cette démarche-là où bah, tu te sens concerné, tu vois. Tu as une personne qui va acheter du Nike, par exemple, bah, elle se sent pas concernée parce que c'est une marque, c'est joli, c'est sympa, c'est du beau design, hein. J'adore la marque, hein, mais après, derrière, tu te sens pas concerné. Moi, c'est l'inverse. Je veux que la marque bah, soit concernée et enfin que les gens soient concernés et que voilà, c'est qu'il y ait une éthique. Voilà. Très bien. On arrive tranquillement à la fin de notre entretien. On a bien fait le tour, hein. On a évoqué plein de sujets différents, c'était chouette. Est-ce que tu as un dernier sujet dont on n'aurait pas parlé? Bah, je pense que là, on a 1h50, donc Ouais, on a. là, bah, là, on a officiellement battu le record de longueur de mon podcast. Ah, pourtant, avec Germain Granger, t'as des choses à raconter, mais Ah non, mais on l'a battu, on l'a il battu. durait 1h30, je crois, non? Ouais, c'est ça, ouais. Mais je sais pas si c'est la question que tu vas me poser, mais si je peux t'amener une personne à découvrir, c'est Yann Gobert, qui est un mec. Tu vois, on parle d'influenceur et ça tombe bien, parce que c'est un mec que je trouve qui est pas suffisamment connu, parce que c'est un mec qui entreprend beaucoup de choses en course à pied, en vélo. Il a une belle expérience sur du long, sur du court, et c'est un mec qui donne beaucoup de lui-même. Et je trouve que ce serait cool de l'interviewer parce que c'est en dehors de ce qu'il partage et tout, c'est quelque chose de vraiment sympa. La personne l'est encore plus
Et voilà, donc Très bien, bon, mais c'est noté. Je te remercie pour le conseil. Très bien. voilà. On va passer à la dernière partie de l'épisode. Ce sont les questions rapides. Alors, si tu peux répondre par des réponses courtes et sans argument. Allez, vas-y. Plat favori après la course. Des pâtes au Mont d'Or. Boisson favorite après la course. Bah, de l'eau au départ, mais on va dire Après. de la bière de suite après. Après, d'accord. Gel, bar, les deux ou aucun des deux. Bar et boisson d'effort. Fait maison ou industriel. Bah, quasi fait maison. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie. Bah, je viens du sud, donc le Ah Mistral. bah voilà, surtout à Châteauneuf-de-Gadagne, là on est servi. Hein. Ah ouais. Tu préfères les racines ou le verglas. Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour. 2 jours. Tu préfères l'hiver ou l'été. J'adore l'hiver parce qu'il y a moins d'allergies. Ah, tu es allergique quand même. Ouais. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir. Le matin. Tu préfères les podcasts, la musique ou rien du tout quand tu cours. Alors rien du tout, mais je préfère les podcasts à la musique. D'accord. La musique dont tu ne parles à personne et dont tu n'es pas fier. Claude François. Ah, t'as un titre en particulier ou pas. Ouah, Claude François, j'en ai plus d'un. Mais t'as préféré. Hein? T'as préféré. Bah, ça a été mon premier disque quand même. C'était le lundi au soleil, tu vois. D'accord. En plus, on est lundi, donc ça tombe bien. Très bien. Tu préfères courir seul ou accompagné. Seul. Très bien. Bon, mais Johan, je te remercie énormément. Alors, à dire vrai, pour être tout à fait transparent, j'enregistre à l'extérieur chez moi et on se prend on se prend une tempête actuellement, là, c'est terrible. Donc, Parce que t'es dans quel coin exactement? je suis sur la Foire les Oliviers, moi. Je sais pas si tu connais. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, l'épisode se termine dans des conditions un peu extrêmes. J'ai l'impression de. Et ouais, il y a la tempête qui arrive, hein. Donc couvrez-vous, sortez couverts et ben voilà, Johan, je te remercie énormément d'avoir partagé avec nous tous ces moments, c'était très très intéressant. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'était intéressant aussi de parler de plein de nouveaux sujets, de le faire avec toi. Et écoute, longue vie au podcast et bah, c'était très intéressant Merci aussi. beaucoup. C'est rempli d'énergie, c'est cool. Et puis partage un petit peu ton expérience aussi. Et Bah, c'est aussi ça qui peut te permettre aussi de sortir un petit peu du lot. Et non, c'était vraiment cool. Et puis un podcast avec quelqu'un qui a l'accent du Sud. Ça fait du bien. C'est cool. C'est cool. Johan, merci énormément encore, je te souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt. Allez, à très bientôt et merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Allez, merci, c'est gentil. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut!